Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, nouveau format, on va vous présenter 6 joueurs qui vont attirer notre curiosité durant cette saison 2024-2025. Le concept est simple, chaque intervenant prend un joueur de moins de 25 ans et un joueur de plus de 25 ans. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes the liver feet. Oh my! Alors, pour cette nouvelle saison et avant le début de cette nouvelle saison, on voulait vous proposer un dernier format qui vous permettra d'avoir une forme de preview de ce qui peut se passer durant les premières semaines et puis même durant l'ensemble de la saison. On vous a fait beaucoup de podcasts que je vous invite à aller écouter. On en a fait sur les Sixers, on en a fait sur les Suns, on en a fait sur les Warriors et puis même durant l'ensemble de l'été, on vous a proposé du contenu. Mais on est dans la dernière semaine avant la reprise de la NBA et on voulait vous proposer quelque chose. Et donc, on va se concentrer sur 6 joueurs qui vont attirer notre attention pour cette nouvelle saison, parce qu'ils sont dans des contextes individuels importants, des tournants peut-être de leur carrière, parce que aussi leurs équipes ont des enjeux importants sur cette nouvelle saison, et donc ça sera aussi l'occasion de parler des enjeux des équipes qui y sont associées. Et pour vous accompagner dans, on va dire, cette exploration au travers de la NBA, on a, comme à notre habitude, notre cher Ben. Salut Ben. Salut Benji, salut tout le monde. Bon Ben, avant que ça démarre, aujourd'hui, est-ce que tu vas nous parler d'une équipe de New York ? Est-ce que tu vas parler d'un joueur de New York ? Non, je garde ça pour les previews de playoffs et finales de conf. J'attends un peu avant d'en parler. Ou sinon, je peux vous parler de Tyler Kolek, si vous voulez, qui sera futur rookie de l'année, je vous préviens, qui va jouer surtout 3 minutes par match avec Thibodeau. Mais non, pas de New Yorkais. Pas de New Yorkais aujourd'hui, je suis resté sobre. T'as eu la hype, là, pas comme Dadier, là, j'ai vu, parce que moi je suis sur des Discord un peu sombres, là, et j'ai vu que la Knicks Nation était dingue de la nuit de pas comme Dadier qui a mis 16 points cette nuit en pré-saison. En un carton, c'est ça le plus important. Un carton. Non, mais c'est surtout que vu que notre poste 2-3 titulaire, enfin remplaçant plutôt, c'était Landry Shamet et qui s'est blessé, bah tout le monde s'est dit, le bon vieux Pacom va récupérer ses minutes. C'est un truc de fou quand même cette pré-saison là. Moi c'est la première fois que je vois autant de personnes s'exciter sur de la pré-saison, sachant que la pré-saison NBA, autant la pré-saison en foot tu tentes des trucs un peu, la pré-saison NBA c'est vraiment juste de la mise en jambe quoi. Enfin il y a rien à regarder quoi. Ouais, mais après je pense que c'est lié au fait qu'il y a plus de monde qui suit le basket, donc plus de monde qui s'y intéresse tôt dans la saison. Puis c'est la première fois que les joueurs retouchent le ballon depuis les playoffs, donc bon, je pense que tu vas avoir la première semaine de saison régulière, ça va être fou les analyses très rapides quoi. Et le deuxième intervenant aujourd'hui, vous commencez à avoir l'habitude de l'entendre, c'est Paul. Salut Paul, ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, je suis quand même content que ça redémarre la NBA. Paul, tes Cavs là, est-ce qu'ils ont fait un été un peu enthousiasmant de leur côté ? C'est peut-être pas les Knicks, hein ? C'est pas les Knicks. Il y a eu moins de mouvements que les Knicks, mais il y a quand même eu un nouveau coach. Ouais, c'est vrai. Maintenant, il y a toujours des joueurs, on se demande pourquoi ils sont toujours là, quoi. Les Caris LeVert, George Niang, même des mecs qui auraient dû partir cet été. Et ils sont toujours là. Après, ils ont ils ont quand même des contrats, donc il faut pouvoir les bouger, mais j'espère qu'on finira pas la saison avec ces mecs-là, quoi. Ouais, et puis t'as l'arrivée d'un nouveau consultant dans l'équipe. C'est Vincent Collet. Le fameux Vincent Collet. Ouais. Vincent Collet qui arrive et qui va révolutionner l'attaque à 2 pivots non-shooters peut-être. Peut-être, ouais. T'as pas l'air d'y croire plus que ça. Médaillé d'argent olympique, hein. Quand même, non, mais il y a un peu de respect. Hein. J'ai envie d'y croire en régulière, mais de toute façon, je sais que ça, à l'heure actuelle, avec cet effectif-là, ça marchera pas en play-off. Mais en régulière, je pense qu'ils peuvent surprendre. On peut avoir une équipe qui performe quand même en régulière dans la conférence Est. Bah, c'est toujours une équipe de toute façon qui affiche un certain nombre de certitudes sur la régulière, ou s'il n'y a pas trop de blessures globalement. Ouais. C'est l'intérêt d'avoir un joueur comme Donovan Mitchell où
où tu as une forme de certitude d'avoir un plancher qui est quand même assez haut autour de la saison régulière, et c'est toujours assez fonctionnel quand même, quoi. C'est tout l'intérêt. Avec le front de court Okoro, Mobley et Allen, tu sais que si tout le monde est là, tu fais top 10 défense, quoi. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Tu fais pas top 10 attaque, hein. Mais... Puis c'est comme Darius Garland, son frère qui joue depuis 2 ans. Tu sais qu'il y a 2 ans, on a fait quand même top 10 attaque à Cleveland. Putain. Dit-il, l'air fier. Faut y croire, faut y croire. Tu réponds quoi à ça, Benjamin? Ouais. Tu la fermes là d'un coup. Hein. C'est clair. Avec tes Knicks de merde, hein, tu la fermes. Hein. C'est clair. Pour être une belle opposition de playoff. Bon allez messieurs, je vous propose qu'on se lance dans l'itération autour de nos 6 joueurs. On va pas vous dévoiler à l'avance vers qui on va aller. On va vous laisser découvrir au fur et à mesure. Qui se lance en premier? Je crois qu'on s'était dit que c'était Ben qui démarrait. Ben, qui est ton premier joueur? Est-ce que c'est de moins 25 ans ou plus de 25 ans? Bon, on va commencer avec la jeunesse, avec la fougue fougue de la jeunesse. Non, j'ai choisi un joueur qui intéresse beaucoup de monde chez QI Basket. C'est un joueur où on a pas mal d'interrogations en règle générale, le groupe QI Basket. Et c'est un joueur que j'aime particulièrement, c'est Zion Williamson, qui va entrer dans une saison très très intéressante pour lui. Alors, surtout d'un point de vue en fait collectif. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place et ce qui va être mis en place collectivement va peut-être avoir une énorme conséquence sur son jeu personnel, et ça serait potentiellement la première fois de sa carrière. Parce que vous l'avez peut-être suivi, mais cet été, Jonas Valanciunas n'a pas été prolongé. Enfin, je ne sais plus si c'était prolongé ou il a été trade. Enfin, il est plus. Ouais, il était free agent. Il était free agent. Ouais. Et ouais, voilà, il n'a pas été prolongé, et ils ont trade Larry Nance Jr. À Atlanta dans le cadre du trade de Dejounte Murray. Donc en fait, pour la première fois de sa carrière, on va se retrouver avec Zion qui joue sans vrai pivot à côté de lui. Alors pour l'instant, c'est annoncé que c'est Herb Jones qui va jouer poste 5. Mais bon, il y a des chances que ce soit Zion qui joue poste 5, que ça soit décalé, enfin qu'il y ait des modifications comme ça. Et donc en fait, ça va amener un bouleversement dans le jeu, que ce soit offensif ou défensif des Pels, et donc par suite logique de Zion qui est leur franchise player. Ouais, je crois que sur les matchs de pré-saison, c'est Daniel Theis qui démarrait dans le 5, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zion va avoir, pour la première fois de sa carrière, des longues séquences en poste 5. Et d'ailleurs, il y a un article sur le site de QBasket que vous pouvez retrouver qu'avait écrit Jérém, qui essaie de se projeter sur un peu le fantasme de Zion en 5. Que peut donner Zion si on enlève des 5, si on enlève des postes de pivot, et on va pouvoir voir ce que ça donne. Bah, justement, tu t'attends à quoi, toi, là-dessus ? En fait, le premier point hyper important, ça va être le côté attaque, et donc cet aspect d'attaque de cercle que Zion a toujours eu depuis son arrivée en NBA, mais qui était un peu moins bonne la saison, parce que c'était souvent très très bouché. Je me suis noté, il a fait 630 possessions sans Larry Nance et sans Jonas Valanciunas. Il a fait 2187 possessions avec Valanciunas et 1400 avec Larry Nance l'année dernière. Donc en fait, il avait quasiment tout le temps un pivot à côté de lui pour entre guillemets lui boucher le chemin. Et en fait, ça se voit dans la fréquence au tir, ça se voit dans un peu tout. C'est la fois de sa carrière l'année passée où il a shooté le moins au cercle. Donc il était à 69% de tir au cercle. Alors que par exemple sa saison rookie, enfin sa première saison 2019-2020, il est à 87%, donc on a quand même perdu 18% de fréquence au cercle, ce qui commence à faire beaucoup en quelques années. Et par suite logique, c'est les short mid qui ont augmenté et étaient passés de 8% sa saison rookie à 29% l'année passée. Donc on voit qu'il a de plus en plus de mal d'accéder au cercle, ce qui sera peut-être résolu en dégageant les pivots du côté offensif. C'est toujours une bascule qu'on voit quand quand la raquette est bouchée, excusez-moi, où généralement vous allez avoir tendance à voir la fréquence au cercle diminuer pour une augmentation de la fréquence des short mid. Les short mid étant tout ce qui est considéré dans les flotteurs, mais souvent en fait c'est les actions qui correspondent à une tentative d'accès au cercle qui malheureusement est bouchée, et donc on se retrouve sur un short mid. Sachant, Zion, moi je trouve, tu vois, dans son bagage, c'est peut-être
Tu vois, on dit souvent de joueurs, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont élites? Moi, je pense qu'il est même all-time sur la capacité à finir au cercle, Zion. Autant par sa puissance athlétique que par sa finesse, en fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Et donc, du coup, effectivement, c'est assez enthousiasmant de l'imaginer offensivement là-dedans. Paul, t'en penses quoi, toi, de ce côté-là, sur la dimension Zion sans pivot? On passera la parole à Ben, mais t'en penses quoi, toi? J'ai vu que en pré-saison, là, il a vu que c'était annoncé qu'on allait avoir beaucoup de Herb Jones en 5. Donc, en attaque, c'est sûr que ça va être super sur le spacing. Que là, pour le coup, il n'a jamais vraiment eu la raquette à lui tout seul. Alors, un peu sur des séquences, parce que Larry Nance, il est capable de stretch. Mais là, on va avoir quand même un bien meilleur spacing avec Herb Jones est mis au poste 5. Maintenant, quand tu vois les choix qu'ils ont fait cet été, quand tu vois les joueurs à côté, que ça va être si efficace que ça. Parce que les équipes, elles savent comment... elles connaissent Brandon Ingram, elles connaissent Dejounte Murray, elles connaissent aussi CJ McCollum. C'est quand même des gars très orientés sur le mid-range. C'est des mecs qui vont pouvoir modifier aussi leur façon de jouer à côté de Zion. Je pense qu'il y a des régimes de tirs qui sont à revoir, notamment chez un certain Brandon Ingram. On a vu sans doute son réel niveau dans la série contre les Thunder, même si, ok, il n'y avait pas Zion. Et sa série, elle n'est pas juste mauvaise, elle est abjecte, quoi. En attaque, c'est un scandale. Donc après, c'est compliqué de faire une projection un peu de la saison à venir, parce que finalement, je serais pas étonné qu'il fasse encore beaucoup de mouvements, parce que Ingram, il est en fin de contrat. Je pense que Dejounte Murray, c'était plus histoire d'avoir un joueur un peu dans un profil de scoreur, et pour remplacer un peu Brandon Ingram. Et moi, je pense que de toute façon, il va pas rester longtemps, Brandon Ingram, parce que ça fait pas beaucoup de sens d'avoir Dejounte Murray et Brandon Ingram dans la même équipe. Et sur la question du poste 5, en attaque, ça peut être vraiment cool. Bon, si Trey Murphy est mis dans le 5 aussi. Et je pense pas qu'ils vont mettre un McCollum, un Murray ou un Ingram sur le banc. Par contre, en défense, ça va être compliqué, quoi. Bah, ils ont en plus, je me poursuis pour poursuivre ce que tu dis, puis Ben, je te donne la parole, mais Ingram en plus, je pense qu'il sera trade effectivement parce que tu as à la fin de saison, il faut prolonger Trey Murphy. Et Trey Murphy est tellement Zion compatible que j'ai du mal à les imaginer faire le choix Brandon Ingram plutôt que Trey Murphy au vu des promesses, et pas que les promesses d'ailleurs aussi, ce qu'arrive à produire Trey Murphy aujourd'hui. Ben, je te redonne la parole. Je m'étais noté des questions, si jamais tu veux que je t'alimente avec des questions, mais comme tu le sens. Déjà juste pour revenir avant les questions sur cet aspect d'effectifs et de compatibilité, je suis tout à fait d'accord que le trio Dejounte Murray, CJ McCollum et Brandon Ingram, il y en a un, voire deux qui vont sauter incessamment sous peu. Je trouve que c'est, en fait, à partir du moment où tu prends la décision d'axer autour de Zion, comme ça a été fait cet été, en lui donnant libre cours dans la raquette, tu peux pas te permettre et offensivement et défensivement d'être aussi incompatible avec Zion, quoi. C'est-à-dire que ces profils-là sont vraiment à l'opposé de ce qu'il faut. Donc c'est vrai que il y a des profils comme vous les avez évoqués, Trey Murphy, comment il s'appelle, Herb Jones, même Najee Marshall, qui sont bien plus Zion compatibles. Et la grande question, ce serait potentiellement de trouver un ball handler principal d'un très bon calibre qui pourrait alimenter Zion et sans l'embêter à ne pas être bon derrière l'arc. Donc c'est vrai qu'il joue encore beaucoup de mouvements également, mais ils ont pris une direction où maintenant tu peux plus, je les vois pas revenir en arrière sur cette direction, quoi. Najee Marshall, sauf erreur de ma part, qui a été signé à Dallas. Il me semble qu'il est plus dans l'effectif. J'ai regardé la saison passée, ouais, c'est possible. Mais je pense que tu vois, le recrutement des Dejounte Murray va dans ce sens-là, parce que Dejounte Murray, il y a quand même la perspective d'avoir un très bon défenseur, tu vois, sur les porteurs de balles, même si on sait qu'off-ball c'est plus difficile, mais peut-être qu'ils espèrent pouvoir le cadrer. Je pense que la perspective de Zion en poste 5, elle ne peut exister qu'à condition d'avoir 4 joueurs autour qui défensivement tiennent les duels, pour ne pas avoir une fréquence au cercle trop haute de l'adversaire qui du coup rendrait compliqué le projet défensivement, quoi. Après pour quand même mettre un peu d'eau dans le vin défensif, l'année dernière Valanciunas notamment n'est pas l'agence tout risque défensive, quoi. C'est qu'il pesait offensivement pour Zion et défensivement c'était quand même un peu compliqué. Il y a des passages où, quand il était plus jeune, où c'était vraiment correct défensivement.
Là, c'était plus trop le cas. Donc, bon, tu t'offres de l'espace à Zion offensivement. Défensivement, tu vas sûrement compenser, comme on l'a dit, avec un excellent défenseur sur les ailes qui va s'occuper un peu plus des postes intérieurs. Bon, c'est sûr que ça sera pas une défense comme Minnesota, hein, mais je pense que ça peut s'en sortir, quoi. Voilà. Bon, moi, je trouve que sur Jonas, on est un peu dur parfois. Moi, je trouve que les minutes qu'il apportait défensivement, justement, les minutes qu'il apportait étaient viables justement pour la défense, parce que un peu à l'image d'un Ivica Zubac, même en étant moins fort, il apporte dans des systèmes où les extérieurs sont très bons et ne sont pas dépassés la finition de défense avec la présence au cercle. Zion est quand même vraiment petit, donc au moins ça t'apporte ça, tu vois. Et ça, pour le coup, ils l'ont plus trop. Oui, c'est sûr que ça manquera de taille. Enfin, oui, ça manquera de taille, mais c'est pas. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas ce que tu gagnes en attaque. C'est pas autant que ce que tu perds défensivement. Ouais, c'est bien le but du projet. C'est ça que je voulais dire. Mais oui, c'est pas une catastrophe non plus, parce que physiquement, rien que. Enfin, c'est une belle bête, Jonas Valanciunas, donc il faut le contourner. Mais oui, c'est plus il a plus la visibilité qu'il avait en. Ouais, et puis après, tu as toujours la question des rebonds pour clôturer les défenses, et c'est un rebondeur, et il t'apporte ça. J'ai une première question pour toi. Moi, la première question que je me suis posée, enfin, je vous la pose à tous les deux d'ailleurs, la première question que je me suis posée sur cette expérimentation là, de Zion en 4-5, c'est parce que, ok, on dit Herb Jones en poste 5, enfin, bon, le poste 5, ça va être Zion. C'est combien de temps est capable de tenir Zion physiquement dans les matchs en poste 5 ? Moi, j'ai l'impression qu'un des enjeux avec Zion, c'est quand même de le cacher un peu en défense pour lui permettre de garder du cardio pour la partie offensive. Le problème, c'est que si tu passes poste 5, bah, tu es beaucoup plus impliqué dans la défense des pick and roll. Donc, que ça soit physiquement ou intellectuellement, tu es beaucoup plus mobilisé. Et donc, ça peut être fatigant. Donc, première question, est-ce que toi, tu t'es posé cette question-là et est-ce que tu penses que ça peut être un souci ? Bah, je pense que c'est en partie pour ça que quand ils présentent le projet, ils ne présentent pas Zion poste 5. C'est qu'ils présentent avec Herb Jones poste 5. Dans les communiqués qui sont sortis dans la presse, ça n'a jamais parlé de Zion poste 5. Alors on sait que dans les faits, il va y avoir des séquences où il sera tout seul dans la raquette, dans une sorte de 5-out avec juste lui à l'intérieur. Mais je pense qu'en pratique, défensivement, ils vont essayer toujours de le cacher avec Herb Jones, qui est peut-être l'un des meilleurs défenseurs sur les forwards de la ligue, et donc qui, dans leur esprit, je pense, va pouvoir compenser les manquements de Zion sur au moins les petits 5 ou les postes 4 qui sont décalés en poste 5. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'il va y avoir des gros soucis quand tu vas devoir te taper des Jokic, des Embiid. Bon, après, ça reste pour tout le monde. Mais même, par exemple, un Sabonis, qui est vraiment plus grand, là, ça va être... et très fort rebondeur. Voilà, ça va être complexe. Ouais. Toi, tu le sens comment, Paul, cette dimension-là, un peu... la capacité que peut avoir Zion à être du coup plus impliqué défensivement et à tenir physiquement la longueur. C'est tout le problème avec Zion, c'est que en fait, c'est quand même un joueur où tu perds beaucoup. Alors, pas tant que ça en attaque, même si en fait, ouais, il stretche pas. Et il est capable, parce que même l'année dernière, on l'a vu dans un spacing qui n'était pas ultra optimisé autour de lui. Les Pels ont quand même fait top 10 ou top 5 attaques. Même sur l'intégralité de la saison, je crois, mais surtout après la bulle. La bulle, la NBA Cup, pardon. Et j'étais encore en 2020. Mais c'est surtout en défense, parce qu'en fait, il peut pas vraiment défendre des 5. Pourquoi ? Parce que déjà, il est trop petit, il n'a pas le moteur défensif, et en fait, son jeu demande tant d'énergie que ça en attaque. En fait, tu peux pas lui demander de faire des sacrifices, parce que son jeu en attaque, c'est je drive. Et ça demande énormément d'énergie. Et c'est pour ça aussi qu'on le voit souvent blessé. C'est parce que sa façon de jouer demande énormément d'énergie. Alors ouais, il a un physique exceptionnel, évidemment. Une telle puissance sur 140 kilos, une telle dextérité, etc. Et c'est vraiment unique. Et je pense qu'on verra que très peu Zion défendre face à des 5, en fait. Et ce qui est dommage aussi, parce que si c'est Herb Jones sur pas mal de séquences qui doit défendre sur des 5, il quand même peut-être à l'heure actuelle le meilleur défenseur sur les postes de forward. Donc, et tu le sacrifies en fait pour tenir la baraque sur des postes 5. Des postes 5 très bons et très forts. Physiquement, il y en a de plus en plus en NBA. Donc après, moi j'aime bien le fait d'avoir pris Yves Missi à la draft, parce que tu as enfin un rim runner très athlétique à côté de Zion. Et défensivement, je pense que ça va être intéressant, même si bon, Yves
ça va pas être parfait dès la Mais je pense saison qu'il 1. va jouer, hein. Je pense qu'il va jouer pour le coup. Ouais, je pense qu'il va jouer aussi. Ouais. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'ils l'ont pris aussi parce qu'ils se disent un profil comme ça peut être un espèce de Derek Lively, peut-être un peu moins bien, mais au moins il pourra déjà avoir des responsabilités sur la saison rookie. Donc, par rapport à ce profil-là de joueurs qu'ils ont pris et qu'ils vont mettre sur le poste 5, ça va être intéressant. Et je trouve aussi qu'ils ont perdu de la profondeur, les Pels. Le départ de Neji Marshall, il n'a pas vraiment été remplacé. Il y a des joueurs, il y a du Jordan Hawkins sur le banc, il y a José Alvarado aussi qui fait des choses. Et j'ai du mal à être vraiment optimiste sur cette équipe. Après, très rapidement, si ça marche pas trop, on sait qu'il va y avoir du mouvement, donc on verra ce qu'ils font, quoi. Ouais, je pense que l'enjeu pour eux, c'est de donner de la valeur à Ingram. Je pense que le meilleur cas sera le cas de récupérer un stretch quand même. Je sais pas s'ils y arriveront parce qu'ils coûtent tellement cher les stretch en NBA que je sais pas s'ils y arriveront, mais on verra. La deuxième question que je me posais, Ben, je te la pose, c'est moi il me semble que quand tu mets en place ce système-là, c'est que tu considères que Zion est à ce point fort dans le decision making, donc à la fois capacité à attaquer le cercle, mais aussi capacité à réorienter le jeu, qu'en fait tu te dis, c'est un peu ce que tu disais, ce que tu vas perdre en défense, tu vas le gagner en attaque. Comment tu te projettes, toi, sur Zion, sur cette dimension-là? Est-ce que, selon toi, sa qualité d'ensemble, donc la finition au cercle, capacité à faire des choix dans des temps courts, et donc son playmaking qui va avec, est-ce que pour toi, il est suffisamment haut pour se dire, en fait, on va compenser, on va perdre un peu en défense, mais il est tellement fort là-dessus qu'on va tellement gagner en attaque que ça va compenser? Là est toute la question, et c'est pour ça que je l'ai choisi pour le podcast de ce soir, c'est que moi, j'ai toujours été très enthousiaste autour de Zion, mais je trouve qu'il a atteint un niveau vraiment très très bon. J'ai du mal à le voir très 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 haut au-dessus de ce qui produit déjà. En tout cas, je pense qu'il peut encore s'améliorer, comme j'ai dit, au niveau de la réussite au cercle, ce genre de choses. La fréquence, ça va être compliqué parce que il va quand même très très souvent, même s'il a un peu régressé ces dernières années, il y va quand même toujours beaucoup. Je pense qu'il peut améliorer un peu la finition, comme on l'a dit, avec un peu plus d'espace, etc. Par contre, il est déjà plutôt bon dans le reste du decision making. Je le trouve plutôt cohérent, plutôt intéressant. Il sait faire les passes dans le bon timing, dans le bon tempo. Et je vois pas où est-ce qu'il peut gratter encore de la qualité, quoi. Donc je pense que en fait, le débat principal autour de Zion offensivement, c'est est-ce qu'il va pouvoir rentrer au niveau de l'efficacité dans l'élite de l'élite de l'élite pour compenser la défense, comme on l'a dit, qui sera sûrement plutôt problématique. Toi, Paul, comment tu le vois, Zion, là-dessus? Est-ce que pour toi, c'est un... Donc voilà, on a parlé de la dimension finition. Est-ce que tu penses que c'est un passeur de circonstances, ou est-ce que tu penses que ça peut être un peu un hub de création? Et moi, je pense que c'est ça un peu la perspective là avec ces changements-là. Comment tu vois le truc, toi? Non, je pense que c'est un meilleur passeur que la moyenne, on va dire. Un bon playmaker. On a des très bonnes lectures, pas seulement sur out ou des choses comme ça après drive. Après, il attire tellement les défenses quand il drive que forcément ça crée énormément de choses parce qu'il a une gravité qui est quand même assez exceptionnelle. Parce que sur ce poste-là, le meilleur driver à côté de lui, c'est Giannis. Sinon, en fait, c'est lui derrière, quoi. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il est assez impressionnant. Maintenant, le problème, je pense que c'est l'efficacité, parce que finalement, il n'a pas tant de toucher que ça. Parce que je regardais là sur Basketball Référence. Comme tu l'avais dit, Ben, en fait, il prend plus de short mid qu'avant, mais il est à moins de 40% en fait sur ses short mid. Donc 37% sur les short mid, ouais. Ouais, donc il a dû toucher tout près du cercle, c'est vrai. Et en fait, quand tu t'éloignes un peu, le flotteur, il l'a pas trop, quoi. Donc je me pose un peu cette question, et le problème aussi qui va avec, c'est à quel point est-ce qu'il peut le faire pendant longtemps et sur un gros volume. Parce que son volume, il a quand même baissé depuis sa saison sophomore. Il était à 27 points par match. Aujourd'hui, il est plus qu'à 3 points par match, donc c'est quand même 4 points par match de moins. Donc je sais pas à quel point est-ce que en fait Zion franchise player, ça va pas vite être un peu un problème parce qu'il a pas le volume et il y a trop de compromis à faire avec lui. Donc ce sera peut-être une superbe option 2 sur la deuxième partie de carrière. Et je sais quel est réellement le plafond d'une équipe avec Zion franchise player. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a, comme on l'a dit, des
plein de moyens de profiter de ses qualités et d'améliorer l'effectif en place. Parce que il y a des superbes role-players aux Pels, mais je pense que c'est pas suffisant à l'heure actuelle. Mais ça va devenir un sujet, ça c'est sûr. Ouais. Juste pour appuyer, en plus, j'ai regardé ça tout à l'heure, il est à 17 drives par match l'année passée, ce qui est déjà un chiffre vraiment, vraiment important. Ça va être dur d'augmenter ça, quoi. Enfin, là, on est déjà sur un volume énorme. Donc, si tu n'augmentes pas le volume, va falloir vraiment augmenter l'efficacité. Alors, comme j'ai dit, il était à 67% de finition en rim protection, en rim pressure. C'est bien, mais c'est pas le meilleur parmi les drivers, quoi. Il y avait j'ai pas les noms sous les yeux, mais j'avais vu que Shai était devant, que Luka était devant. Alors, c'est pas les mêmes postes, mais ça reste du drive quand même. Et il va falloir vraiment augmenter considérablement cette réussite sur pénétration pour être viable offensivement, quoi. Pour conclure sur Zion, les amis, je vous pose une question que je vous poserai peut-être à chaque fois, ça ira dans le cheminement de ces modes de preview un peu. Oui, Ben, un dernier élément sur Zion. Juste un dernier élément qui est plutôt positif. Moi, j'aime beaucoup le duo de coach Willie Green et James Borrego. S'il y a bien un duo potentiel qui peut continuer à développer offensivement et peut-être le mettre en mini-hub offensif, je pense que c'est ce duo-là qui est plutôt, que moi j'aime bien particulièrement. Ouais, tout à fait. C'est sûr que notamment James Borrego est très coté pour ses dispositifs offensifs et que dans cette équipe, il n'a pas un porteur de balle primaire particulièrement visible. Avoir un bon système offensif permettra de compenser. 49 victoires l'année dernière, les Pelicans, ils étaient 8e, over-under. Est-ce qu'ils font plus ou moins que 50 victoires du coup à votre avis, les Pels l'année prochaine, Ben? Moi, je vais mettre au-dessus. Ok, donc plus de 50 minimum. Ouais, 50. Bon, je pense qu'ils vont être autour de cette zone-là. Donc, allez, pour avoir du panache, je vais dire, voilà, 51, comme ça, 51-52. Moi, je suis plutôt confiant sur les Pels. Paul? Under. Moi, je pense qu'ils seront plus autour des 40 victoires que des 50, mais ouais, under. Ouais, moi je suis d'accord. Je pense que la saison sera moins bonne que l'année dernière, effectivement. Okay. On verra après en termes de place, mais 49 c'est beaucoup en fait. Hein. C'est quand tu mets. En fait, moi je les pense meilleurs que l'année passée, mais quand tu m'as dit 49, j'ai dit au-dessus, je fais oula, c'est vrai, c'est beaucoup. Ouais. Mais je maintiens quand même tu maintiens le panache. Ouais. Ouais, je veux dire, voilà, je pense qu'ils vont être dans la même zone que l'année passée. Après, est-ce que c'est 48 ou 50 J'avoue, je sais pas. C'était à 42 l'année d'avant, la saison pleine de années 49. Moi, je pense qu'ils vont payer le. Enfin, moi, je vois pas comment tu peux jouer en NBA aujourd'hui avec un seul intérieur qui fait 1m98. Franchement, ça me paraît être un projet. Je doute pas que l'attaque sera très efficace, mais j'ai peur que tu payes trop cher en défense ce côté-là. Et en plus de ça, ils se sont dépeuplés à l'intérieur et on verra combien de matchs joue Zion. Mais alors les matchs où joue pas Zion, voilà, le pilonnage à l'intérieur risque de faire mal. Parce que le projet Valanciunas avait cet argument-là. C'était de se dire que Zion est souvent blessé, que quand t'as pas Zion, t'as quand même Jonas Valanciunas. Et là, tu l'as pas remplacé en fait. Donc voilà, j'attends de voir. Je propose qu'on passe au deuxième joueur. Paul, est-ce que tu vas nous parler d'un joueur de plus ou de moins de 25 ans? Enfin, qui est-ce là presque? On va rester sur moins de 25 ans. Allez, c'est parti. Je te laisse y aller. Je vais parler de Jalen Green. Entamé sa dernière saison sur son rookie. Donc, saison importante pour lui. Parce que l'ami aura donc un contrat à aller chercher. Jalen Green, il a vécu une saison compliquée quand même avec les Rockets l'année dernière. Parce que alors, les Rockets, ça fonctionne pas bien. C'est vrai qu'on se posait la question de quel est son rôle réel à la soixantaine de matchs jusqu'à la blessure de Sengun, parce que ce soit offensivement ou défensivement, c'était quand même compliqué tout au long de la saison, quoi. Donc on a vu qu'apparemment il y avait des petits talks entre les GM pour trade Jalen Green. Apparemment il y avait des rumeurs sur Michael Bridges pour récupérer des pics, donc que les Rockets prennent Bridges, Green aille aux Nets. Finalement ils l'ont gardé. Et à 25-30 matchs de la saison, donc Sengun se blesse. Là, on a vu pendant 10 matchs, alors c'est vrai que le calendrier était plutôt facile, mais on a vu pendant 10-12 matchs un Jalen Green en mode franchise player. Le mec, en fait, sur un stretch de 15 matchs, il a 30 points par match.
avec une grosse efficacité quand même, surtout à 3 points. Et on a vu donc le potentiel qu'on pouvait avoir de Jalen Green. Alors c'est un petit échantillon, hein, c'est que 15 matchs, c'était face à une adversité globale qui était assez faible. Et du coup, juste avant, je me suis rematé le match de Jalen Green face au Thunder, parce que sur ce stretch-là, ils avaient battu le Thunder. Et il y a quand même des choses qui sont assez impressionnantes, quoi. Je pense à tous ses step back, à sa qualité sur pénétration, ses qualités athlétiques évidemment. Après, il y a pas mal de défauts, je pense, en défense, où c'est même un mec qui gamble beaucoup. Donc, par moment, on a un gars qui arrive à faire des stats en défense. Mais voilà, sa défense au global, elle n'est pas suffisante, je pense, pour un mec aussi athlétique. Attends, j'en ai fait un petit thread hier sur Twitter de son match contre le Thunder. On voit qu'il y a toujours des choses à travailler, comme son handle. C'est quand même le gars l'année dernière. J'avais noté, c'est le 6e joueur avec le plus de lost ball, donc de balles perdues qui ne sont pas des mauvaises passes. Et le problème, c'est qu'on est loin d'un joueur avec un énorme volume de jeu et un gros playmaker. Donc ça veut dire qu'en fait, la balle, il l'a pas tant que ça, mais il la perd énormément, la balle. Il y a quand même encore un problème au niveau du handle. Alors sur ce stretch-là, vu qu'il n'y avait pas Sengun, on a vu des choses intéressantes pour mettre en valeur justement Jalen Green, avec du jeu à 2, notamment avec Amen Thompson. Donc on verra ce qui se passe la saison prochaine. Mais il y a des choses qui sont très intéressantes avec Jalen Green. C'est quand même un mec encore très jeune, il a que 22 ans. Je pense que ses qualités de scoreur vont forcément faire du bien, soit aux Rockets, soit dans une autre équipe. Mais je pense qu'aux Rockets l'année prochaine, ça peut être très intéressant. Et la question, c'est aussi par rapport à ces Rockets, c'est à qui vraiment, parce que je pense que c'est un effectif avec un super young core. J'aime beaucoup tous les jeunes joueurs des Rockets. Ils ont en plus 5 joueurs importants qui ont moins de 22 ans, donc Reed Shepard, Amen Thompson, Jabari Smith, Alperen Sengun et donc Jalen Green. La question, c'est, je pense pas que les 5 Ers deviennent des All-Stars ou des options 1 ou option 2 de cette équipe. Est-ce qu'il va y avoir des trades? Est-ce qu'ils vont réussir à garder tout le monde? Est-ce que tout le monde va réussir à trouver son rôle dans cet effectif? Je trouve que pour le coup, tous ces mecs-là se complémentent assez bien. Même si je pense qu'en attaque, ça va peut-être faire bouchon à un moment donné. Donc les Rockets, ils nous ont bien surpris. Je trouve qu'ils ont fait une belle reconstruction parce qu'ils finalement ils ont tanké que pendant 3 ans. L'année dernière, dans la jungle de la conférence Ouest, ils ont quand même réussi à faire presque 50% de victoire, je crois. Avec une superbe défense tout au long de la saison. Donc maintenant, le cap, ça va être en attaque et à voir qui passe vraiment un autre cap. Sengun, je pense qu'il a passé le cap de joueur très intéressant. Ah ouais, en fait, c'est déjà un All-Star. Peut-être à Jalen Green de le passer la saison prochaine, ce cap-là. Donc on verra ce qui se passe, ouais. Moi, je suis complètement dans le train. Jalen Green, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière pendant son stretch. J'avais regardé un peu dans le détail pour le coup parce que cette équipe de Rockets, c'est une équipe que j'aime bien et effectivement, tu peux même compléter ce que tu as dit en disant que donc sur le stretch, c'est le mois d'avril qui est impressionnant chez lui, mais il a 27 points de moyenne, à 49% au tir, 40% à 3 points. Et surtout, il y a quasiment que des victoires. Surtout, il y a quasiment que des victoires. C'est ça qui accompagne ce constat-là, avec quand même des victoires contre Cleveland, des victoires contre les Kings, des victoires contre Phoenix, des victoires contre OKC. Donc avec des victoires quand même assez impactantes. Et moi, en fait, ma lecture, elle est assez claire en fait sur Jalen Green. Il a profité de la blessure de Sengun qui a changé structurellement le jeu des Rockets et qui a ouvert la raquette en attaque. Et Jalen Green, on s'est rendu compte qu'en fait, mais c'était un driver de très haut niveau. Tu as parlé de ses step back et de sa dimension de création au périmètre, mais sa créativité à l'intérieur, elle est aussi très impressionnante. Et moi, la sensation que j'ai eue pendant ce stretch, c'est que de pouvoir se rapprocher du cercle comme il l'a fait, lui donner en fait beaucoup de confiance et libérer un peu son jeu extérieur. Et que c'est le cumul des deux qui lui a permis un peu d'exploser durant cette période. Bon, on reparlera après de l'association avec Sengun, mais peut-être Ben, toi, t'en penses quoi de Jalen Green? C'est quoi ton avis sur lui? Alors, moi, je suis pour le coup un petit peu moins fan du joueur. Je reconnais toutes les qualités, enfin surtout le potentiel qu'il a, mais en fait, j'arrive pas à me projeter à le voir être un attaquant efficace. Et le souci, c'est que son profil, c'est
soit t'es efficace, soit t'es inutile, un peu. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup d'autres choses à mettre en valeur que son shot-making pur et dur. Donc en fait, pour l'instant, tant qu'il n'a pas réussi sur une longue série à montrer que ça pouvait être un attaquant de premier plan, et j'ai du mal à me projeter à plus qu'un joueur, voilà, comme ça, un peu comment dire, sur courant alternatif, offensivement, qui peut avoir quelques séries, mais après, qui pendant un long moment... voilà, j'ai un peu... pour l'instant, je suis un peu perplexe, j'attends de voir. Ouais. Bah, ouais. Effectivement, d'autant autant il a du scoring à faire valoir dans ses bonnes phases. Je crois que c'était le principal problème. Je sais pas ce que t'en penses, Paul, mais qu'on avait depuis le début de sa carrière, c'est que effectivement, on n'avait pas le scoring en fait. Et le problème de Jalen Green, c'est qu'il a pas le playmaking et il a pas la défense. Donc, si le scoring vient pas avec, on est un peu cutchy quoi. Moi, ce que j'aime bien dans son scoring, non mais c'est son premier pas, enfin c'est son explosivité, c'est que c'est un générateur d'écart. Premier pas qui est incroyable. C'est un générateur d'écart absolument incroyable et du coup autour duquel c'est difficile de pas espérer, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais de pas espérer qu'il y a un peu de playmaking qui se développe quoi, tu vois, tellement il fait des écarts quoi. Ouais, mais justement je trouve que le playmaking il est vraiment cata quoi, genre il y a pas grand chose, il y a 2-3 passes de temps en temps, mais il sent pas le jeu quand même, c'est quand même un mec qui sent pas le jeu. J'ai l'impression que la meilleure version de Jalen Green en fait c'est un Zach LaVine un peu boosté. Parce que je pense qu'il absorbe peut-être encore mieux le contact que Zach LaVine aussi sur ses drives. Mais je sais pas si on aura plus parce que le playmaking pour moi il est pas là. Et peut-être que la discipline en défense elle pourra être là parce que il a vraiment des qualités athlétiques incroyables. Il a quand même une bonne latéralité aussi en défense. Mais je pense qu'il aura jamais de moteur. Donc la meilleure version de Jalen Green j'ai l'impression que c'est un scoreur incroyable qui roule les 30 points par match voire même plus. On n'en est pas encore là, hein, mais on parle de la meilleure version possible, c'est ça. Et je trouve qu'il n'a pas énormément de toucher non plus près du cercle. Il était tu vois, l'année dernière, sur les short mid, je crois qu'il est à 40%, donc c'est pas suffisant. Donc j'ai vraiment hâte, c'est vraiment un des 5 joueurs que j'ai vraiment hâte de voir l'année prochaine dans une équipe des Rockets qui est très intrigante, quoi. Voir aussi si c'est possible d'avoir une attaque qui fonctionne avec un gros volume de jeu sur Sengun et Jalen Green. Bah justement, c'est la question que je te pose, c'est est-ce que tu penses que ces deux joueurs sont complémentaires? Et parce qu'en fait, sur le papier, ils ont tout pour l'être, mais dans les faits, ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble, et moi, je trouve que quand je les vois, la connexion entre les deux, elle se fait pas du tout, en fait. Et au final, on s'est rendu compte que Jalen Green, il était efficace à partir du moment où on lui a enlevé Sengun, et je reviens sur ce truc-là, et on lui a ouvert la raquette. Parce que du coup, sa menace de premier pas est telle que le défenseur étant dans une position où il se dit... Alors, en fait, je peux pas le laisser driver parce qu'ils ont joué 5 out, hein, clairement, les Rockets, hein, sur la période avec Jabari Smith en poste 5. Comme je peux pas lui laisser ce premier pas parce que personne va me couvrir derrière, et ben du coup, je suis beaucoup plus prudent sur le step back et sur la création à 3 points. Et d'un coup, le dilemme de Jalen Green devient vraiment très très compliqué, tu vois. Et avec Sengun, il l'a pas. Toi, est-ce que tu sens quelque chose qui se développe ou qui peut se développer entre les deux? Je pense que ouais, tu peux développer des choses. Après, Ime Udoka, il toule un peu des fois en attaque. Défensivement, il n'y a rien à dire, c'est des schémas très agressifs. Il arrive à discipliner tous ces mecs, mais en attaque, c'est pas suffisant, quoi, ce qu'on voit. Maintenant, ça dépendra aussi du spacing à côté d'eux, parce que je me souviens des séquences où, sur le front de courte, on avait Amen Thompson sur le poste 3, Jabari Smith sur le poste 4 et Sengun poste 5. C'est sûr qu'en termes de spacing, c'est vraiment pas ouf, quoi, parce que Amen Thompson, il n'est pas capable de foutre un 3 points. Jabari Smith, il fait des petits pourcentages sur un certain volume, mais c'est pas non plus lui qui va étirer la défense adverse. Donc il faudra peut-être que Sengun augmente son volume à 3 points, parce que je pense que pour le coup c'est un peu comme Jokic, c'est-à-dire qu'il peut avoir un petit sur un certain volume faire des pourcentages, quoi. Et quel role player, je pense que tu vois la draft de Rich Shepard c'est super pour mettre à côté des deux. Mais ce sera pas suffisant. Est-ce qu'un Cam Whitmore pourra avoir plus de responsabilités aussi, même si là c'est pareil, il y a beaucoup de compromis. Donc vraiment tu veux avoir quelque chose de fonctionnel autour de Sengun et Green. Faut espérer que certains augmentent leur volume et leur efficacité aussi à 3 points. Parce que là, on parle juste de l'attaque, parce qu'il y a aussi en défense où c'est pas mauvais, mais c'est loin d'être parfait. Et ou alors faudra recruter des joueurs en fait qui parfaitement à côté des deux, quoi. Sachant que Sengun et Jalen Green sont dans leur dernière année de contrat et que effectivement
Bah, peut-être il faudra faire un choix entre les deux. On sait que Fred VanVleet a une team option, je crois de mémoire à la fin de l'année. Ouais, c'est ça. Donc probablement qu'il ne sera pas prolongé. Enfin, il y a un monde où on garde pas la team option de VanVleet et on prolonge plutôt Sengun et Jalen Green. Mais moi, je serais pas surpris, tu vois, qu'on ait un choix qui soit fait entre les deux. Et je suis pas convaincu que le bon choix à faire, ça soit de faire le choix de Sengun. Qui est un scoreur intérieur de très très haut niveau. Je trouve que la comparaison avec Jokic, elle est un peu maladroite. Je parle pas de la tienne, hein, je parle de manière générale, la comparaison qu'on aime faire avec lui, parce qu'il a beaucoup moins un instinct de passeur que lui. C'est pour le coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus un passeur de circonstance qu'un hub de création à la passe, parce que dans l'esprit c'est un scoreur, et son 3 points se débloque vraiment pas. Pour le coup. Alors défensivement, c'est pas cata. Moi, je trouve qu'il y a un peu de latéralité, mais il n'y a pas les grands bras, il n'est pas spécialement grand, donc il est un peu bloqué physiquement pour aller plus loin en défensivement. Et du coup, c'est deux joueurs en fait à fort compromis, à fort potentiel, mais aussi à fort compromis. Et je sais pas lequel ils choisiront. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur notre cher Jalen Green, messieurs? Ouais, moi juste deux petits trucs. Déjà, juste pour apporter une petite stat, je regardais vite fait pendant que Paul était en train de parler. En fait, on voit à quel point l'ouverture de la raquette le booste, parce qu'entre le 1er mars et la fin de la saison régulière, il est passé de 62 à 68% en finition près du cercle. Et donc tu exploses complètement ton efficacité, et donc les défenseurs sont plus axés sur toi pour s'empêcher de driver, et donc ça t'ouvre des shoots extérieurs, etc. Donc évidemment que un choix va devoir être fait si Sengun ne peut pas stretch correctement. Et deuxième chose, moi je suis par contre un peu déçu, enfin même plutôt déçu, qu'un joueur avec un potentiel physique comme ça, qui drive autant, n'arrive pas à avoir plus de fautes. Ça, c'est un peu un peu dommageable, je trouve, parce que si tu n'arrives pas à finir près du cercle, au moins essaye de générer du contact, essaye de générer des fautes pour t'offrir des points faciles. Et ça, il y a beaucoup de joueurs, dont Jalen Green, qui n'en profitent pas assez, et c'est dommage quand ta qualité principale, c'est de drive. Bah, je sais pas ce qu'en pense Paul, mais moi je trouve que sur ce point-là, il a le défaut qu'ont pas mal de joueurs, tu vois, un peu longilignes et très explosifs, c'est qu'il esquive en fait le contact sur l'attaque de cercle. Oui, bien sûr. Ouais. Le problème des joueurs qui esquivent le contact sur l'attaque de cercle. Je parle pas forcément même des short mid, tu vois, je parle vraiment de. Tu vois, t'as des gens qui vont aller rentrer au contact et essayer de rentrer dans le joueur pour finir leur action près du cercle, et t'en as d'autres qui vont faire un espèce. On va en parler d'un d'ailleurs juste après, parce que ça fait partie de ma liste. Et t'en as d'autres qui sont des experts de faire des espèces de petits bras roulés de merde là, pour complètement éviter le contact, et du coup ils n'arrivent pas à aller récupérer ces fautes là. Moi je sais pas si Paul le sent comme ça, mais moi je le sens comme ça sur Jalen Green, le problème. Ouais, mais juste que ce soit volontaire ou non, enfin, peu importe comment il fait, c'est dommage de ne pas avoir plus de fautes, quoi. Ouais. Moi, Paul. Je trouve qu'il est pas assez crafty, mais pour le coup je trouve que c'est même un mec qui est capable de aller au contact, d'absorber le contact et de finir après contact. Maintenant, s'il provoque pas assez de fautes, c'est que il le fait pas assez. Mais il le fait pas assez parce qu'il a aussi une capacité à créer un écart aussi sur Eurostep, qui est assez impressionnante, parce qu'il arrive à générer de l'énergie encore sur son deuxième pas. Donc je pense qu'il y a un sujet aussi sur la provocation de fautes. Peut-être aller regarder un peu plus de mecs qui savent provoquer des fautes, comme les magiciens du genre, Young, Harden, qui sont pas dans le même profil, mais où ils peuvent s'en inspirer, quoi. Ouais, même Shai, tu vois, qui est un peu plus proche de lui physiquement, qui va un peu plus, quoi. Ouais, c'est ces truqueurs là, un petit peu là, comme Shai, qui effectivement sont très très bons dans ce registre-là. Moi, je dis une dernière chose sur Jalen Green. J'aime toujours bien le préciser. Si vous voyez que Jalen Green est dans une période où il est en chaleur, franchement, regardez-le jouer, parce que autant il peut être agaçant quand il est en manque d'efficacité parce qu'il prend trop de tirs compliqués, autant les périodes où il est en confiance, c'est vraiment un joueur assez fabuleux à regarder jouer. Et vous y prendrez beaucoup de plaisir. Les gars, Houston, l'année dernière, 41 victoires, 11e de la conférence Ouest. Est-ce qu'on fait plus de 41 victoires cette année, Ben? Moi, je vais dire moins. Je suis pas très chaud sur Houston. Moi, je vais rester à moins. Ok. Paul, t'en penses quoi? Je pense qu'ils seront autour des 46-47. Ah ouais, donc là on est vraiment sur une saison solide, hein, 46-47, il y a des saisons où on est même devant le play-in.
À 46, 47. J'aime pas l'équipe quand il y a Sengun en fait. J'aime vraiment pas l'équipe quand il y a Sengun. Je la trouve vraiment meilleure sans lui. Parce que j'adore la protection de cercle de Jabari Smith. Et je trouve que le rôle lui convient beaucoup mieux à Jabari Smith en poste 5 qu'en poste 4. Enfin, ce poste 5 un peu de stretch qui couvre le cercle plutôt qu'au poste 4. Je pense que... Allez, je dis 40 moi. Donc en dessous. Je pense qu'on sera un poil en dessous. Un poil en dessous. Pas de beaucoup, mais un poil en dessous. C'est mon tour, du coup? Une dernière chose à dire sur Jalen Green ou est-ce qu'on a fait le tour? Alors, bah écoutez, puisque vous avez pris les jeunes, je vais continuer sur les jeunes. Avec un des joueurs, avant le podcast, je me suis noté des surnoms là, un peu pour les mecs qu'on prend. Pour Ben qui avait pris Zion, je me suis dit c'est Thanos. Jalen Green, je me suis dit Polyboy. Elles sont plus intéressantes celles d'après. Celui qui vient, pour moi, c'est le gros glandeur. C'est le gros glandeur. C'est la Melo Ball, qui est un joueur... Que dire sur la Melo Ball? C'est assez compliqué. Bon, la Melo Ball, il a fait que 22 matchs l'année dernière. Je crois qu'il était à 34 la saison d'avant. Donc, il y a un énorme problème de blessure qui lui empêche d'être sur le terrain. Le profil de la Melo Ball, moi, m'intrigue particulièrement parce que je trouve qu'on est sur un des joueurs dans toute la NBA qui utilise le moins bien ses qualités. Je pense qu'on est sur un joueur qui a des capacités de création qui sont dans le tout haut du panier, qui a des facilités au scoring, alors j'irai après dans le détail, notamment au shoot à 3 points et à la création pour son shoot à 3 points qui sont tout en haut du panier. Mais on a d'énormes problèmes de choix en fait sur la Melo Ball, avec énormément de tirs compliqués qui sont pris, notamment à 3 points. On avait chez la Melo Ball, quand il était en Australie, un truc qui était vraiment intéressant, c'est... moi, sur ce que j'avais vu, et notamment aussi sa première année, il y a un peu de ça, c'est une énorme prise de risque, mais avec très peu de déchets. Et en fait, ce truc-là, ça ne s'est pas vraiment transposé en NBA. On a conservé la grosse prise de risque, mais on n'a pas gardé l'efficacité. Alors, je vais me concentrer sur la Melo, puis après on parlera des Hornets, mais le premier truc qu'il fait très très bien, c'est la création sur le pick and roll qui est excellente parce qu'il alarme sur le pull-up, il a 35% en pull-up, et encore je pense que ça pourrait monter un peu parce qu'il y a un peu trop de facéties. Il y a 37% de ses tirs. Un gros volume en plus. Et en plus, c'est un gros volume, ouais. Effectivement, il y a 37% de ses tirs qui sont pris après 7 dribbles, ce qui est un énorme volume avec une efficacité qui reste correcte. Et il y a une très bonne fréquence au cercle, donc il y a une vraie capacité à aller au cercle. Je pense que la première qualité de la Melo Ball, c'est de choisir les tirs qu'il veut prendre. C'est un joueur qui, quand il décide de tirer à 3 points, arrive à se créer son tir à 3 points. Quand il décide d'aller au cercle, arrive à aller au cercle. Et à l'inverse, d'ailleurs, ça se traduit très bien dans son volume de mi-distance, qui est très bas, en comparaison des autres joueurs à son poste. Et généralement, ça traduit un peu cette capacité qu'il peut avoir. Donc on a deux problèmes chez lui. Le profil de tir, en tout cas sur le scoring déjà, le profil de tir et l'efficacité au cercle, qui pour le coup, je crains qu'elles soient un peu plus structurelles, cette problématique d'efficacité au cercle, parce que je ne trouve pas chez lui cette agilité. Il n'y a ni la puissance, ni l'agilité qui lui permettrait, tu vois, on parlait de Jalen Green avant, avec ses Eurostep, avec cette capacité qu'on a pu voir aussi à se contorsionner un peu pour aller finir. Et en fait, la finition de la Melo Ball, dès qu'elle devient un peu compliquée, est très mauvaise. Et en fait, quand on regarde dans le détail de ces matchs, on a des séquences où il se fait un peu violence et où l'attaque de cercle est très franche et où en fait il arrive à bien finir parce qu'il est grand et qu'il a quand même un peu d'explosivité et que là et qu'il arrive à avoir des tirs faciles, et d'autres moments où c'est un peu fancy, on est un peu dans de la création, de la créativité au cercle, et là pour le coup il est beaucoup moins bon. Je vais éviter de faire un long tunnel, donc je vous laisse déjà réagir à ces premiers éléments. C'est quoi votre avis, vous, sur la Melo Ball? Peut-être Paul pour commencer. J'aime beaucoup le joueur parce que je trouve très actuel. Et, il est très fancy aussi. On sent que c'est un mec qui veut faire kiffer le public, quoi, tu vois. Et notamment sur son passing, à chaque fois les passes, elles sont vraiment, enfin, il trouve des angles au contre-attaque, c'est incroyable. Enfin, je suis vraiment. Regarder la Melo jouer au basket, c'est vraiment un pur plaisir, et il y a peu de joueurs en fait qui me font ça aujourd'hui en NBA, quoi. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu le type de joueur où en fait il arrivait très fort, et je pense qu'il, je sais pas s'il y a un scénario où vraiment il progresse énormément, quoi. Je crois qu'il a été All-Star dès sa saison 2. Je sais pas si c'est un joueur qui a déjà la discipline mentale. Je pense que son hygiène de vie est pas top, mais après bon, ça, c'est pour des solutions. Je sais pas si c'est un mec qui va pouvoir passer le step au-dessus, c'est-à-dire bon, il peut faire une All-NBA team dans sa vie, etc. Mais est-ce que c'est un mec qui peut être vraiment dans le top 5 joueur à son poste de la NBA, quoi? Parce que justement sur le scoring,
Il y a le pull-up, c'est vrai. Il n'y a pas des super pourcentages, même s'il y a un énorme volume, donc c'est sûr que le pourcentage baisse. Et sur le reste, c'est-à-dire que sur le mid-range, en fait, il est un peu à mi-distance. Il n'y a pas un superbe toucher. Je trouve pas qu'il y ait un flotteur exceptionnel. Et au final, je sais pas si la version, la super version de Lamelo, le prime de Lamelo, est-ce que la meilleure version de Lamelo, c'est pas celle qui est un peu Celle actuelle, qu'on a quoi. déjà, ouais. Ben, t'en penses quoi, toi, de Lamelo Ball? Alors je suis plutôt d'accord, enfin je suis même tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que Lamelo dans le comment dire la fréquence de tir, il est peut-être ce qu'on demande de plus à un meneur ou un extérieur en règle générale. C'est du 3 points et du drive. Le souci, c'est que il y a pas l'efficacité qui va avec. Et c'est vrai qu'il a un. En fait, le truc, c'est que je pense que ça peut un peu augmenter à 3 points en fonction des circonstances, etc. Mais je pense que le souci de finition au cercle, je vois pas dans quel monde ça s'améliore en fait. Que comment dire, Benji l'a un peu évoqué, c'est que physiquement, c'est très léger quoi. Et ça va pas devenir quelqu'un d'explosif et qui grimpe au cercle ultra rapidement du jour au lendemain. Donc je le vois pas non plus prendre en masse pour absorber les contacts. Je le vois pas devenir quelqu'un de très rapide pour driver bien mieux. Donc en fait on se retrouve dans une situation où il peut avoir potentiellement que son shoot extérieur d'efficace. Et en fait tu te retrouves rapidement avec un cas plutôt limité quoi. Donc je vois, en fait, j'ai du mal à me projeter, comme Paul vient de le dire, dans un avenir où il progresse beaucoup, notamment au shoot, parce qu'après, il y a le playmaking, où il reste... Enfin, c'est un très bon playmaker, mais je trouve que c'est un playmaker immature, et cette maturité, il a du mal à la prendre. Ça fait quand même... il a été drafté... ça fait 4 ans, 4-5 ans qu'il Il démarre son... Je crois qu'il démarre son contrat max, là, de mémoire. Ouais, donc c'est la 5, c'est ça ce que je pensais, ouais, c'est ça, voilà. Et en fait, tu vois toujours les mêmes... les passes sublimes, le sens du jeu qu'il a, mais il y a des pertes de balles bêtes, il y a des passes trop risquées qui ne devraient pas être tentées, peut-être mettre un peu plus de nuances, de temporisation dans son jeu. Alors ça fait pas partie de son jeu, mais peut-être que ça l'aiderait à être plus clinique, quoi. Il nécessite d'être plus clinique pour que son jeu soit plus cohérent. C'est là où tu vois, moi, pour le coup, j'ai envie de voir cette année ce que ça donne. En plus, il y a un nouveau coach qui vient d'arriver, ancien assistant de Boston, sauf erreur de ma part, qui vient d'arriver. Et en fait, dans ce que vous dites, il y a à la fois le pourquoi on a du mal à l'imaginer progresser et pourquoi il peut progresser. Pourquoi on a du mal à l'imaginer progresser? Parce qu'on a l'impression que son bagage technique, il est déjà très très haut. Donc forcément, un gars dont tu vois un bagage technique qui est très très haut, tu as du mal à te dire qu'il va être encore plus haut. Et effectivement, moi quand je vois jouer Lamelo Ball, le nombre de choses qu'il est capable de faire sur un terrain est assez important. Et souvent, et Paul l'a un peu dit aussi, mais souvent ces joueurs-là qui ont un énorme bagage technique, ils peuvent mettre un peu de temps à faire le tri dans ce bagage technique pour ne conserver que ce qui est très efficace. Et là pour le coup, je pense que c'est là-dessus où il peut aller chercher des choses. Et Ben, tu disais un manque de maturité, je pense qu'effectivement, il y a la possibilité d'aller chercher des choses là-dessus. Sur son attaque de cercle, la possibilité d'être beaucoup plus direct, parce qu'il a les qualités pour le faire et qu'il y a des séquences où il est capable de le faire. Il y a un vrai souci de concentration, à mon sens. C'est un joueur qui a un gros volume de catch and shoot, en fait, parce que c'est un poste 1, mais qui peut vivre avec un autre porteur de balle. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui aime se mettre à 45, selon moi, un peu trop loin, et qui n'a aucune hésitation à prendre les catch and shoot quand il est ouvert sur ce genre de tir. Mais j'aimerais bien que sur ces shoots-là, on se rapproche un poil de la ligne à 3 points, là, ce truc de toujours être très très loin, ça peut m'agacer. Et je pense qu'il y a une marge là-dessus. Ben, tu l'as dit aussi sur les passes. Je répète, mais une des qualités qu'avait Lamelo Ball dans son profil, c'était une forte prise de risque avec une très forte avec peu de déchets. Forcément, tu arrives en NBA, les défenses sont bien meilleures, donc la forte prise de risque, le déchet monte avec. Et ça, il n'a pas encore complètement fait sa transition. Et ça se voit effectivement sur ses pertes de balles. Moi, je trouve que ce qui m'agace sur les pertes de balles de Lamelo Ball, c'est qu'il y a un gros volume de pertes de balles qui sont, pardonnez-moi du terme, mais des pertes de balles à la con, en fait, qui sont complètement évitables. Et ça, je pense qu'il peut en gommer un peu. Et puis, le dernier élément où il y a un potentiel de progression, et puis après, je vous laisserai réagir, c'est la défense, quoi.
Parce qu'il a des instincts défensifs qui sont pas mauvais, il est très bon sur les lignes de passe, il a un corps qui devrait lui permettre de bien défendre, mais il s'en fout quoi. Enfin, il s'en fout complètement. Hein. Et d'ailleurs, ils l'ont pointé là sur l'avant-saison, c'est Charles Lee, je crois, le coach, où ils essayent de l'impliquer plus là-dessus. Voilà, moi c'est là-dessus que j'aimerais le voir. Je vous donne une petite stat aussi pour conclure un peu ce cadrage sur la Melo, puis je vous laisse réagir. Moi, il y a une stat que je veux plus voir avec la Melo Ball, c'est que sur les 3 dernières années, il a été une seule fois dans le top 5 de net rating de son équipe, dans les joueurs à importance. Il était 5e cette année, et les 2 années précédentes, il était en dehors du top 5. Je trouve ça pas normal qu'un joueur comme ça apparaisse pas dans le top 5 net rating de son équipe, quoi. Et une fois de plus, je parle chez les joueurs qui sont importants dans l'effectif, hein, parce qu'évidemment, vous allez souvent retrouver ces joueurs-là 8e ou 9e sur les stats de NBA, mais il faut regarder les gens qui ont de l'importance. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la Melo Ball ? Rapidement pour réagir sur ce que tu as dit. Alors, je suis totalement d'accord sur ces axes de progression, mais moi, je maintiens le fait que j'ai un peu peur quand même pour enfin, surtout le drive, en fait, la finition au cercle. J'arrive vraiment pas à avoir de monde où il devient viable au moins, parce que je pense qu'il sera jamais élite. Enfin, faut pas se projeter comme ça. Et en fait, tu vois, par exemple, je regardais, c'est un joueur qui fait quand même pas mal de transitions, parce que Charlotte, c'est une équipe qui essaye d'aller vite. Il est à 0,79 points par possession en transition. C'est pas normal qu'un joueur rapide comme ça n'arrive pas à accéder plus au cercle, à finir dans des situations qui sont censées avoir, où il y a une défense qui est censée être moins mise en place, moins organisée. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un défaut qu'il aura du mal à gommer, tout simplement parce que physiquement, il n'a pas un physique de gros driver, quoi. Pour vous donner pour donner juste un ordre d'idée aux auditeurs, 0,79 sur les points en transition. Alors, premier élément, ça compte pas sa création, mais ça, il n'y a pas de souci, ça compte pas sa création. Mais le deuxième élément, c'est qu'un joueur comme ça devrait être au moins à 1,10, 1,15. C'est pas un peu bas, c'est vraiment très très bas pour le coup. C'est ça, c'est que ça démontre qu'il a un vrai souci, parce que souvent, la transition, tu finis très régulièrement au cercle. C'est l'objectif, parce que bon, sinon, si tu prends ton shoot à 3 points en transition, enfin, qu'ils font, mais souvent tu te fais taper sur les doigts par les coachs, quoi. Et donc tu finis souvent au cercle, et ne pas avoir l'efficacité, même dans une situation où c'est censé être plus simple comme ça montre quand même qu'il a un problème un peu plus profond à ce niveau-là, et j'ai du mal à le voir progresser. Cependant, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le playmaking où il y a vraiment tu peux gommer un nombre de pertes de balles ultra facilement en ayant un peu plus de concentration et un peu plus de volonté, et ça rentre sur le dernier point, la défense, où il est un peu c'est un peu comment dire, psychologie de comptoir, mais depuis qu'il est arrivé, il a un peu ce comportement de starlet que tout le monde avait identifié avant la draft, avec son père, avec tout ce qui entourait la Melo Ball avant qu'il pose ne serait-ce qu'un pied sur un parquet NBA. Parquet NBA, ouais. Ouais, et donc ça, je suis pas sûr qu'ils aient réussi à le secouer défensivement. En tout cas, on lui souhaite, comme dirait. En deux mots, si on se fait le petit prono là sur les Hornets, puis je vous laisse aussi dire un peu ce que vous pensez de la perspective avec les Hornets cette année. Les Hornets étaient à 21 victoires l'année dernière. Over, under, 21 victoires. Paul, et puis qu'est-ce que tu penses de cet effectif au passage ? Ouais, là on va dire over. Après, on est un peu obligé de parier sur le fait que la Melo joue plus de la moitié des matchs, ce qui n'est pas le cas depuis 2 ans. Et c'est un effectif très talentueux quand même. Il y a Lamelo, il y a Brandon Miller en année 2, il y a Bridges, ils sont là. Ils ont récupéré un Josh Green aussi, dans le trade de je crois, qui a quand même fait une saison solide avec des finales NBA. Donc c'est un effectif dans la tristesse de la conférence Est. Alors, je suis désolé, si elle fait pas minimum play-in, il y a un problème, quoi. Donc on va voir ce que met en place le coach aussi. Mais il y a beaucoup de talent dans cet effectif. Alors, il est pas si deep que ça, parce qu'il y a toujours aussi le problème de la raquette, parce que Mark Williams en titulaire, et la doublure c'est Nick Richards, je suis désolé, moi ça me fait pas rêver. Donc, mais il y a quand même du talent, il y a du vrai talent en attaque. J'espère qu'on verra au moins une équipe qui fait top 15 attaques, quoi. Je pense qu'ils ont largement le talent pour. Ben, t'en penses quoi, toi ?
Ouais, j'ai mis aussi over parce que en fait ils ont eu une telle conjoncture négative l'année passée. J'avoue que ça va être dur de faire moins bien. Évidemment, on imagine que Lamelo va jouer au moins une centaine de matchs. Sinon ça peut retourner dans les travers. Mais je suis d'accord avec Paul que en fait, les fins fonds de la conférence Est sont tellement dramatiques que sur un malentendu, tu peux rapidement être dans la course au play-in, quoi. Et c'est vrai que, Paul a dit que l'effectif n'est pas si profond, notamment sur les postes intérieurs. Je suis d'accord pour les postes intérieurs, mais je trouve qu'il y a même des Micic, des Treman, plus le Josh Green qui arrive et plus Salin, plus, comme on l'a dit, Brandon Miller, Lamelo. Ça fait je vais pas dire une armada non plus, mais il y a différentes options sur les postes 1, 2, 3, voire 4 qui peuvent être plutôt intéressantes, je trouve. Mais la moitié de l'effectif est injury prone. Il y en a un qui peut repasser au tribunal, on sait pas quand. Donc, c'est un peu le bordel quand même dans l'effectif. Donc c'est dur de miser sur de la stabilité. Ouais, moi je suis évidemment over. Je pense qu'ils feront plus que 21. J'aimerais qu'ils frôlent avec les 50% et ça me paraît pas être improbable dans le cas d'une saison où ils n'ont pas de blessure. J'aimerais bien qu'ils soient en tout cas à minima devant Atlanta et Chicago. Ce qui les positionnerait peut-être autour de la 9e place par exemple de la conférence Est. Ça me semble être quelque chose de possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait cet effectif commence à arriver à un certain niveau de maturité en fait. Brandon Miller, je suis d'accord avec Paul, moi j'ai adoré la saison de Brandon Miller et j'adore ce joueur. Et la saison 2 sera sans doute un peu tôt, mais je serais pas surpris que la saison 3 à 4 on commence vraiment à avoir des choses très très sérieuses. Je trouve que l'ajout de Josh Green est pile dans leurs besoins. Treman a quand même quelques promesses intéressantes. Moi j'étais assez bas sur Treman, mais le truc c'est que plus le temps passe, plus je le trouve vraiment bon en fait. Même s'il y a des problèmes défensifs, mais bon, de toute façon, cette équipe, elle sait pas trop défendre. Micic en backup meneur, en fait, moi je trouve que c'est une super option. Il aurait dû être le backup meneur d'OKC. Le problème, c'est qu'il a pas mis ses shoots toute l'année, alors qu'il les a mis toute sa carrière. Donc, mais il n'y a pas de raison que ça dure à terme. Je suis un peu moins back Paul sur la paire intérieure. Moi, je trouve que Mark Williams, c'est plutôt un bon joueur. Alors oui, on n'est pas sur un top joueur, mais c'est un joueur jeune. Il faut qu'il arrive à bien trouver sa connexion avec Lamelo et ça peut être intéressant. Je comprends les limites intellectuel de Nick Richards, si je puis dire, mais je trouve que c'est quand même un joueur qui apporte de la protection de raquette, qui est pas un mauvais rim runner, et je trouve que pour aller jouer le play-in, ça peut faire le taf. Mais par contre, je pense que c'est un moment important de leur histoire à Charlotte. Ils ont fait le play-in il y a maintenant 3 ans. Là, il faut qu'ils le refassent, quoi. 3 saisons de suite sans play-in, ça ferait un peu beaucoup pour eux, vu les investissements qui sont mis dedans. Mais je pense que beaucoup de choses résident dans quelle mesure la Melo Ball il passe de 6-7e net rating de l'équipe à premier ou deuxième, quoi. Le premier net rating de l'équipe dans les gros temps de jeu l'année dernière, c'était Mark Williams. Il n'y a aucune raison qu'il joue après les mêmes minutes que ce que pourrait jouer la Melo Ball. Il n'y a aucune raison que Mark Williams soit devant la Melo à ce point-là, quoi. Je pense que voilà, une partie de leur saison réside dans la capacité de leur leader à leur faire gagner quelques matchs qu'ils ont perdus ces 2 dernières années parce qu'ils n'étaient pas présents. Je vous propose qu'on poursuive. Ben, je te redonne la parole. Ton deuxième joueur. C'est le papy dans mon. Exactement. L'ancien. L'Agnien. Le tonton. TMTC, nos frères. Exactement. Voilà le fan de striptease, comme on l'appelle dans le jargon. Non, alors en fait, moi c'est un joueur que j'apprécie particulièrement. Donc on va parler de James Harden. Qui est peut-être dans le top 5 des joueurs NBA les plus polarisants de ces dernières années. Et en fait, moi, c'est un profil que j'ai toujours adoré parce que voilà, c'est que les joueurs héliocentriques ultimes comme ça, j'ai toujours eu une fascination pour ces mecs-là. Et en fait, depuis le départ de Houston, on a vu que James Harden, il réduisait un peu l'allure parce que sur la période environ 2020, il jouait 3000 minutes par saison avec 45% d'usage, enfin, c'était ahurissant. Et donc depuis son trade aux Nets, il commençait à réduire petit à petit la voilure. Il prenait de moins de possessions, mais par contre quand il avait ses possessions, c'était toujours aussi efficace, toujours le même joueur. Et ça continuait. Et au fur et à mesure que la carrière avance, on voit que
l'allure réduit, qui a moins de drive, moins de fautes. Enfin voilà, maintenant il a 35 ans, c'est plus le jeune Harden de 26 ans. Sauf que là, cette saison, il a pu les superstars autour de lui qu'il avait à Brooklyn et à Philadelphie et l'année dernière aux Clippers pour un peu compenser sa baisse de régime. Parce que Paul George est déjà parti et au moment où on enregistre le podcast, Kawhi rate la pré-saison et ça sent pas très bon pour qu'il débute la saison. Même si ça a peut-être même été annoncé, je crois, je suis même pas sûr. Mais ça sent pas bon, tout voilà, court, c'est ça. Donc en fait, on va se retrouver avec un James Harden de nouveau quasiment héliocentrique parce que ça va être la seule superstar sur le parquet entourée de role players, de très bons role players, à la Norman, à la Zubac, à la Batum. Ce sont des bons role players, mais en fait, il y a personne qui peut tenir le ballon en dehors de lui, quoi. Et est-ce que James Harden a encore les cannes pour redrive comme il faisait à Houston, pour tenir le ballon 35% avec 35% d'usage? La question se pose, quoi. Et je suis malheureusement plus proche du non que du... C'est sûr qu'autour de James Harden, il y a une vraie question autour des Clippers. On peut repréciser le cas de Kawhi, qui est quand même vraiment inquiétant. Il a pas joué lors des derniers playoffs. On nous a dit que pour la préparation au JO, il était en forme. Finalement, il n'a pas pu participer au JO. Il est parti des JO. On a dit, enfin, comment ça, Kawhi, il part des JO et pas Kevin Durant? Et puis en fait, il n'est pas disponible non plus pour la pré-saison. Donc concrètement, ça veut dire que Kawhi n'est pas en capacité de jouer depuis maintenant 6 mois quand même. Donc, moi je trouve que ça pue sévère. Mais bon, on verra ce que ça donne. Et donc effectivement, avec le départ de Paul George et avec cette condition de Kawhi, mais même juste avec le départ de Paul George, il y a un vrai enjeu pour les Clippers qui est d'assurer du volume. Parce qu'ils n'ont pas récupéré de joueur qui est capable d'assurer du volume. Paul George a été remplacé par Derrick Jones Jr. Et après on allait chercher sur des joueurs de bout de banc, pur attaquants type Kevin Porter Jr. dont on n'est même pas sûr qu'ils vont jouer. Et donc, c'est vrai que la vraie question, c'est est-ce que Harden est capable d'avoir un plus gros volume? Moi, j'ai deux stats qui m'inquiètent là-dessus. C'est que la fréquence à 3 points, elle commence à être vraiment beaucoup trop haute. L'année dernière, on est à 56% de fréquence au tir à 3 points. C'est la première fois en carrière qu'il dépasse les 50%. Il n'a jamais été aussi haut. Et on a 19% de fréquence au cercle. Là encore, on est sur un record. Il n'est jamais aussi peu allé au cercle. Alors, il conserve sa capacité à aller chercher des fautes parce qu'il est à peu près régulier autour des 15% là, de drive qui finissent avec des fautes et qui est toujours très très haut, mais il reste un peu que ça, quoi. Et donc, sur cette première question, après il y a la question de la passe, mais sur cette première question du volume, Paul, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis très inquiet. Je suis pas du tout convaincu, voire à l'inverse, que Harden est capable d'assumer plus de volume de scoring. Non, moi, je pense qu'il peut encore assumer plus de volume au scoring. De toute façon, il sera un peu obligé vu que Paul George est parti. Et ils ont pas non plus. Alors, en pré-saison, on a vu un peu de Kevin Porter Jr. avec du volume au niveau du scoring et même un peu de création. Norman Powell, on le verra peut-être avec un peu plus de volume au scoring, voire même à la création. Surtout si Kawhi n'est pas là. Et c'est vrai qu'après, ils ont plus des mecs qui ont vraiment un profil role-player. Et pour le coup, très bon role-player, mais quand même role-player du style Clayton Batum et Derrick Jones. Je sais pas, et même Terrence Mann, mais je sais pas qui parmi ces mecs-là a remplacé le volume de Kawhi et Paul George si Kawhi se blesse, quoi. Parce que Harden, je pense que le volume, il peut l'augmenter assez facilement. Ou regratter alors pas un 30 points par match, mais un 25 points par match. Ah ouais, toi tu le vois capable d'aller retater. Il est à 18 points par match l'année dernière, si je dis pas de conneries. Ouais, alors pas sur une saison complète, mais sur une grosse partie de la saison où il y aura peut-être Kawhi à 70-80%, voire Kawhi qui est pas là. Et je pense que ouais, il peut retaper dans ce range-là, parce que pour le coup, oui, sur drive, il drive plus autant qu'avant, c'est sûr. Et je trouve qu'il est quand même toujours efficace sur drive, et son pull-up, il est toujours là, quoi. Même si, ouais, il y a un gros volume, et c'est normal à son âge qu'il y a un plus gros volume sur pull-up qu'auparavant. Je pense que le scoring Harden, il peut l'assumer. Maintenant, ça va être qui à côté, en fait, qui va vraiment prendre du scoring. Et c'est vrai que moi, cet été, on avait fait un pod sur les Clippers, et je m'étais dit, pas... La perte de Paul George va pas être si handicapante que ça, parce que finalement, ils ont quand même un profil presque similaire. Enfin, c'est la version améliorée de Paul George avec Kawhi. C'est vrai que là, par rapport à l'été où Kawhi, on l'annonce au JO, finalement, non. Là, il va pas commencer la saison, je pense.
sûr que c'est compliqué d'être optimiste sur ces Clippers. Et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer l'effectif parce qu'ils leur pique jusqu'à je sais pas combien d'années, 2030. Je crois que ça revient dans pas si longtemps que ça, je crois finalement, mais par contre ils ont pas celui de cette année, ça c'est sûr qu'il y a OKC. Mais je crois qu'ils les ont pas aussi sur les années suivantes. Hein. C'est des swaps où ils envoient à Philly aussi. Mais ouais, je suis de moins en moins optimiste quand même pour le projet Clippers. J'ai l'impression que ça peut se terminer que prévu, quoi. Ouais, pour continuer là-dessus, en fait, ce qui est ultra bizarre, c'est que cette équipe, en fait, ce qui est autour d'Harden, c'est peut-être ce qu'il peut y avoir de mieux si t'as les superstars, en fait. Et sauf que là, t'as plus les superstars, et donc tu te retrouves dans une situation un peu bête où il te manque. Enfin, il y a beaucoup d'équipes qui ont les superstars où il manquait de role-players autour. Bah là, c'est le cas contraire. C'est t'as trop de role-players et tes superstars sont un peu en carton ou sont maintenant partis en parlant de Paul George. Et donc tu te retrouves. Qui est aussi en carton, puisqu'il s'est blessé. Oui. Mais bon, là, ce mec en carton là, il est donc on parle que de Kawhi. Mais ouais, tu te retrouves dans une situation où en fait, tu aurais peut-être dû anticiper comment dire, cette injury prone chronique de l'effectif en essayant d'aller chercher peut-être en tradant Paul George un peu plus tôt et en essayant de récupérer des créateurs secondaires qui peuvent peut-être upgrade un petit peu en attendant le retour de blessure de Kawhi. Enfin, en fait, je trouve que cet effectif a été trop all-in. Quand tu connais les problèmes de blessure, les conditions physiques de ces trois stars, donc qui sont maintenant plus que deux, c'était jouer avec le feu complet de construire comme ça en fait. Alors certes, quand tout marche bien, bah on dit bah bravo, c'était trop bien joué, etc. Mais en attendant, ça fait 5 ans qu'ils sont là, 6 ans, Kawhi, il n'y a jamais eu une seule saison qui s'est déroulée correctement. Je pense que d'ici les 6 ans, tu aurais pu te réajuster un peu mieux, quoi. Il y a un autre point important sur la saison à venir de James Harden, c'est que moi, ce que je trouve extraordinaire avec James Harden, c'est que ça a été pendant longtemps un scoreur qui alimentait sa création grâce à son scoring qui est exceptionnel. Et puis, avec sa baisse physique, il est devenu un organisateur, playmaker extraordinaire pendant que le scoring a baissé. Et sa saison l'année dernière, et même la saison d'avant, aux Sixers, elle est assez incroyable là-dessus. C'est depuis son passage aux Nets où il est là-dedans. Et donc, pour le coup, là où je pense qu'il est encore tout à fait capable, c'est sur l'alimentation des autres et sur sa création, qui est toujours de très très bon niveau. Et notamment, une connexion qui s'est développée l'année dernière et qui, je pense, va monter en volume, parce qu'il faut aller trouver du volume quelque part. Et je pense qu'ils vont aller le trouver ici, même si elle est sûrement un peu light. C'est avec Zubac sur le pick and roll, où, on l'a vu d'ailleurs pendant les playoffs, où Zubac a été énormément alimenté après la blessure de Kawhi. Je crois qu'il fait 17 points de moyenne dans la série contre Dallas, alors qu'il y avait quand même Lively et Gafford. Voilà, je pense que c'est le deuxième aspect où là j'ai plus confiance en James Harden, sa capacité à aller continuer à alimenter des spots fonctionnels et certainement qu'il y aura par exemple cette connexion avec Zubac qui va être mise en avant, quoi. Je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec toi et que c'est un peu à l'instar de ce qu'on a vu encore jusqu'à il y a 1 ou 2 ans de Chris Paul, c'est que c'est des mecs qui intellectuellement dans leur façon de gérer un terrain, pas quoi. À part quand t'arrives vraiment cramé au point de quasiment plus pouvoir jouer comme était par exemple Chris Paul l'année passée, et encore au niveau du passing ça fonctionnait plutôt bien. Je pense que Harden c'est pareil, c'est des mecs qui jusqu'à la fin de leur carrière tiendront le coup pour organiser un effectif, quoi. Ouais, tout à fait. Bien la comparaison que tu as fait, les deux c'est des excellents playmakers. Il y a un autre joueur qu'on va parler là par la suite qui il commence aussi un peu à baisser et qui n'est pas un aussi bon playmaker que Harden et Chris Paul. Et on a déjà vu une baisse, je fais un peu du teasing mais ce sera pas pour tout de suite, ce sera après. On a déjà vu une baisse au niveau du scoring et lui il a pas le playmaking justement, alors que des mecs comme Harden et Chris Paul, et c'est pour ça qu'un Chris Paul aussi est encore top 5 MVP à 36 ans, parce que lui il avait le playmaking. Ouais, tout à fait. Du coup, je vous propose qu'on prolonge. Pareil, on fait le over-under. Over-under, alors, les Clippers, 51 victoires. C'est ça, ouais, 51 victoires. Over ou under? Ah là, under. Ah, franchement, s'ils font over alors que Kawhi passe la moitié de saison blessé, remettez 3 MVP à Harden, hein, parce que dans l'Ouest, là, moi je dis under quand même. Hein. Paul?
Under. Ouais, under. Je pense qu'ils peuvent, ils peuvent faire 40 victoires quand même. Ouais, aller toucher un peu avec Houston. Bon, moi évidemment, je suis under. Alors on va la préciser un peu parce que je trouve que tu as raison, Ben. Over, under 40 victoires, hein, les Clippers. Il s'était à combien l'année dernière, t'as dit 50 51. Ouais, je vais dire over, mais très léger, quoi. Hein. Du 40-41, quoi. Paul, toi tu les sens comment? Over, under 40 victoires? 42, 43. Un poil over. Ouais. Donc on est au play-in en fait. On devrait pas être pas au play-in, mais on est vraiment border play-in ou au play-in, quoi, selon. Avec moi je pense que c'est entre 8 et 11, quoi. 9 et 11, quoi. Ouais, ok. Moi je pense que ça va être cata. Je pense qu'on sera en dessous des 40. Je les vois autour des 30, moi. Pour le coup, avec de la saison. Avec un trade dans l'année, un trade de Kawhi dès qu'il est un peu en forme, James Harden qui retourne dans les meilleurs clubs de striptease de Los Angeles et qui se dit bon écoute, j'ai 36 piges, j'ai déjà donné, soit vous me tradez, soit j'en ai rien à foutre, ce qu'il est complètement capable de faire, hein. Il l'a fait plusieurs fois dans sa carrière, mais je pense qu'il est plus enclin à rester à Los Angeles qu'à Houston parce que justement la vie est plus douce. Alors, oui Ben, un dernier point. On cherche un 6e homme à New York, James. Si tu veux finir ta carrière tranquille. Peut-être il y a juste un truc. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a juste peut-être un dernier petit sujet autour de James Harden. C'est qu'il me semble qu'il est en contract hier. Donc peut-être le scénario. Mais je sais plus s'il a pas prolongé déjà. Ah si, il a prolongé sur 2 ans. Donc il est même plus en contract hier. Donc là, vraiment. C'est freestyle total. Je crois qu'il a une player option sur 2025-2026. Ouais, donc il est assuré quand même de ce qu'il va faire, quoi. C'est lui qui a son destin entre ses mains, donc ce qui peut être effectivement. La saison prochaine, 33 millions, et celle d'après, player option. Donc bon, il a quand même son destin entre ses mains. On n'est pas dans un cas d'un joueur qui doit quand même aller prouver sa valeur pour son prochain contrat l'année prochaine. Paul, je te redonne la main pour notre 5e joueur que j'ai surnommé... Le poulet sans tête, c'est un peu dur en vrai, mais le poulet sans tête. Putain, c'est dur. C'est un peu dur. Ouais, c'est un peu. On va parler de Jaren Jackson. Et compliqué de le juger parce que il y a 2 ans, il nous avait fait une saison où il a fini All-Star. Oui. Dans un Memphis qui finit 2e de la conférence Ouest. Et cette saison, avec toutes les blessures, on a vu un volume de jeu qui a augmenté au scoring, mais des résultats qui n'étaient pas là, quoi. Normal, il y avait là 3/4 de l'effectif qui était blessé. Et donc moi, je me suis retapé le premier tour contre les Lakers de Jaren Jackson. Et je me suis refait aussi certaines stats de la saison et certains matchs de la saison de Jaren Jackson. Et c'est vrai qu'on a un joueur, qui a pas mal de qualité, mais c'est un joueur qui a quand même pas mal d'aspects du jeu aussi où il est en grande difficulté, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et même si en défense on est en présence d'un Deepoy, il a pas une défense qui est parfaite non plus. C'est un mec qui provoque beaucoup de fautes. Et donc j'ai quelques stats par rapport à l'année dernière. Et surtout c'était un peu problématique, que ce soit en attaque ou en défense. Jaren Jackson l'année dernière c'était le 9e joueur qui perdait le plus de balles sur des lost balls. On est quand même sur un gars qui perd beaucoup de ballons balle en main parce que le handle est pas top. Alors une autre stat aussi. Sachant que sur un pivot, bon, autant sur des arrières on l'explique plus parce que le volume est important. Que la masse absolue sur un pivot soit aussi haute, c'est même un peu inquiétant. Après le contexte, on en reparlera, était un peu particulier l'année dernière, mais c'est le 3e joueur aussi l'année dernière qui provoque le plus d'offensive fouls, mais pas en défense, mais en attaque. C'est-à-dire que on fait le plus, quoi, de fautes offensives, notamment pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, c'est pas un si bon poseur d'écran et il est rarement dans le bon timing pour poser son écran. Et c'est problématique parce que c'est quand même lui qui, la saison prochaine, est censé poser les écrans, même si c'est vrai qu'ils ont pris Zach Edey. Et la draft de Zach Edey va venir aussi, vient aussi complémenter un peu Jaren Jackson parce qu'ils ont peut-être compris qu'ils n'avaient pas le meilleur poseur d'écran au monde. Donc au final, on a un joueur, et c'est aussi le joueur qui s'est fait le plus contrer l'année dernière, alors qu'on parle quand même d'un mec qui fait 2m10 ou 2m13. Je vais juste regarder vite fait. Je complète dans le même temps. 2m8. Ouais, 2m8, mais bon, avec des bras très très longs, donc faut toujours être prudent avec la taille absolue. La taille des bras vient compléter ça, et en plus, c'est pas un mec qui a les 2 pieds dans le sol, quoi, donc sur ses hook-shots, il peut monter un petit peu. Donc. Le problème, c'est qu'il a un release qui est très bas,
Et il prend beaucoup de temps sur ses shoots, qui se fait énormément contrer sur ses shoots, quoi. Ouais. Donc, entre son adresse globale, qui est quand même très problématique pour un intérieur, le fait que perd beaucoup de ballons, le fait aussi qu'il est quand même très peu discipliné en défense, même si ça reste quand même un des meilleurs défenseurs de la ligue, et en aide, il est incroyable. Protection de cercle aussi, il a un deuxième jump qui est vraiment incroyable. On a un joueur qui a beaucoup de défauts. Après, il y a quand même certaines choses qu'il fait très bien. C'est un joueur qui provoque finalement pas mal de fautes. L'année dernière, il est à plus de 6 lancers francs par match, avec une bonne adresse à 80%. Donc, et le truc avec Jaren Jackson aussi, c'est que, bon, déjà, il a encore 2 ans de contrat, un contrat à 25 millions et 23 millions, donc c'est agressif, intéressant quand même. Et donc, on a un profil de joueur qui est. Enfin, je trouve que là où il est vraiment intéressant, c'est qu'on parle d'un intérieur qui dissuade énormément. Et on a quand même un intérieur qui est capable de stretch. Donc, il est très NBA actuel, Ouais. Jaren Jackson. Et il y a pas mal de compromis à faire aussi avec lui, parce que c'est aussi quelqu'un qui prend que très peu de rebonds. La draft aussi encore avec Idy. Je pense que un Brandon Clark, le retour de Brandon Clark va être intéressant. Et c'est surtout le rebond défensif, parce qu'en fait, il était sur la série contre les Lakers, tu le vois, il est plutôt actif en fait sur le rebond offensif. Par contre, sur le rebond défensif, clairement, il en prend limite de moins en moins, parce que l'année dernière, il était qu'à 5 rebonds par match, quoi. Pour un intérieur All-Star, c'est clairement pas suffisant. Faible. Sur les fautes, juste pour complément, il est à peu près à 15% de ses tirs qui mènent à une faute. C'est dans les eaux de James Harden. Alors pour les pivots, évidemment, c'est pas aussi haut que James Harden, mais ça reste haut quand même. 72e percentile chez les bigs, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je te suis sur la défense, tu vois. Sur la défense, c'est vraiment... il a vraiment les qualités et les défauts de la jeunesse et de son physique. C'est un physique extraordinaire pour défendre. Je sais même pas en fait si ces dernières années on a vu beaucoup de physiques qui sont à ce point faits pour défendre en fait. Il a une mobilité latérale pour son poids qui est extraordinaire, il a un deuxième job de dingue et il a développé autour de ça un sens de l'aide qui est plutôt bon. C'est-à-dire quand il est en rim protector, en safety, sa lecture est plutôt bonne. Maintenant, effectivement, moi sur la défense, pour moi, tu vois, c'est un mec qui a été Deepoy, mais c'est pas un niveau de Deepoy, quoi, tu vois, défensivement. C'est un niveau de très 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 bon défenseur. Mais pour comparer, par exemple, on est très loin de Rudy Gobert. Tu vois, à mon sens défensivement. Et offensivement, ça a été une année un peu étonnante. Ça a été une année de test. Je pense qu'ils ont voulu savoir jusqu'où ils pouvaient l'emmener. Donc le volume a été énorme et l'efficacité a été absolument catastrophique. Mais témoigne juste de l'incompatibilité entre le volume donné et entre la responsabilisation et ses capacités. Donc maintenant, on sait qu'avec Jaren Jackson, on n'a pas un scoreur autonome. Et donc la question, c'est dans quelle mesure il arrive à repasser cette année sur une gamme, tu vois, d'attaquants de complément et pas d'attaquants autonomes. J'ai une dernière stat pour montrer un peu ces difficultés-là. Sa fréquence au cercle, il est autour de 34%, ce qui est très bas pour un pivot. Et par contre, il a 37% sur le short mid, ce qui est très haut et ce qui, une fois de plus, dans le prolongement de ce qu'on vous a dit depuis tout à l'heure, démontre juste son incapacité à aller finir, son intention d'aller au cercle et être bloqué avant et du coup devoir finir avec un short mid et du coup forcément perdre vachement en efficacité. Ben, t'en penses quoi toi de Jaren Jackson Jr. Alors en fait, je vais pas reprendre pour la défense parce que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que c'est un très bon défenseur mais qu'il y a quand même quelques défauts un peu problématiques qu'il faut régler. Par contre, je vais compléter la partie attaque. Et ce que tu as dit à la fin, je suis complètement d'accord, Benji, sur le fait que je pense que l'année passée, offensivement, faut, entre guillemets, pas trop la prendre en compte. Ils ont poussé plein d'expérimentation au max. Ils l'ont vraiment utilisé comme ball handler principal à des moments. Il a été vraiment beaucoup utilisé sur le passing. Enfin voilà, des choses où il n'était pas forcément mis en avant les saisons quand Memphis jouait quelque chose. Et donc ils se sont servis de cette saison de transition, on peut dire de pause, car l'effectif était décimé, pour tenter des choses, plus de hand-off, plus de plein de trucs avec Jaren Jackson. Comme tu l'as précisé, plus de
de shoot de star, si on peut dire ça comme ça, des mids, moins de comment dire de bataille sous l'arceau, etc. Enfin, de vraiment, drive, ils ont fait la même chose avec Desmond. Ils ont fait la même chose avec Desmond Bain en le mettant beaucoup plus dans les situations de pick and roll, effectivement, ouais. Voilà, c'est ça, quelques ISO, etc. Enfin, il y avait pas mal de choses, parce que de toute façon, la saison était foutue d'avance. Donc autant s'en servir pour expérimenter. Et je pense que ça peut lui servir, parce que je pense que derrière Ja Morant, il y aura besoin de ces deux créateurs que sont Desmond Bain et Jaren Jackson pour un peu prendre le relais de certaines séquences. Et ces passages l'année passée qui ont été inefficaces, comme l'a bien précisé Paul au tout début, bah ça peut vite remonter dans un dispositif avec un roster plus complet, quoi. Paul, dans quelle mesure, parce que tu vois, Ben nous dit qu'effectivement les Grizzlies vont avoir besoin de relais à Ja Morant offensivement, ils ont développé Desmond Bain. Dans quelle mesure la draft de Zach Edey nous donne pas une indication sur ce qu'ils estiment de Jaren Jackson Jr. et peut-être justement qu'ils estiment que en fait il faut pas en faire un relais offensif, il faut que ça reste un joueur de complément offensif, parce que Zach Edey, bon tu vas le préciser mieux que moi, mais là on est vraiment sur un profil de star offensif, quoi, enfin de mec à qui tu donnes des ballons, et de joueur autonome, voilà, ça que je veux dire, de joueur autonome offensivement pour le coup. Ouais. Et le truc avec Jaren Jackson aussi, c'est que c'est pas vraiment une menace sur lob threat. Qu'en fait, il a pas vraiment la dextérité ou l'agilité pour être un profil rim runner, quoi, on peut dire. Donc en défense, oui, mais en attaque, non, il est pas capable. S'il a des années-lumière, tu vois, d'Anthony Davis, et ça s'est bien vu sur la série contre les Lakers, où même avec un playmaker comme Ja Morant, qui est pas le meilleur playmaker du monde, qui est quand même un bon passeur, bah c'était pas suffisant ce qu'on voyait de Jaren Jackson sur lob threat, quoi. Donc je me pose la question parce que je pense que on le verra encore sur des séquences au poste 5. Je pense que la plupart du temps, ce sera plus sur le poste 4. Même si je sais pas si Zach Edey en fait va avoir tant de temps de jeu que ça. Je suis pas sûr qu'en année rookie, à moins qu'on soit vraiment étonné, parce que moi j'étais quand même plus bas que certains sur Zach Edey. Et je sais pas si vraiment ils vont le responsabiliser. Après, je trouve que, tu vois, même sur le banc, Brandon Clark c'est plus un 4 qu'un 5. Au final, des 5, on n'a pas tant que ça derrière Zach Edey, donc je pense qu'on verra quand même beaucoup Jaren Jackson sur le poste 5. Et c'est un joueur aussi avec pas mal de compromis, que soit tu le mets sur le poste 4, et si tu mets Zach Edey sur le poste 5, bah du coup ton spacing il est quand même pas top. L'adresse de Jaren Jackson elle est quand même pas top à 3 points, l'année dernière c'était du 32% je crois. Il y a 2 ans, quand il est All-Star c'était 35%, mais c'est pas, pour un poste 4 c'est pas incroyable, quoi. Ça fait le taf mais c'est pas incroyable. Donc si tu le mets poste 5, en attaque, c'est pas. Alors, c'est vrai que t'as un meilleur spacing, mais t'as pas énormément d'opportunités en fait de l'utiliser. Comme on l'a dit, c'est pas un super passeur. Et tu as l'air quand même au rebond en défense, quoi. Donc, c'est un joueur avec pas mal de compromis. Maintenant, je trouve qu'ils ont développé 2 joueurs l'année dernière, les Grizzlies, qui peuvent vraiment devenir des très bons role-players dès cette année, qui sont Vince Williams et J.J. Jackson. Je pense que ça peut être des très bons compléments au trio Ja Morant, Desmond Bain, Jaren Jackson Jr. Maintenant, sur les Grizzlies, défensivement, je me fais pas trop de soucis. Et je pense qu'offensivement, il y a un vrai manque de talent pur sur du shot-making notamment. Même un peu sur du decision-making. On a vu contre les Lakers que quand tu avais 2 protecteurs de cercle comme AD et LeBron, derrière, même un Desmond Bain qui est plutôt rassurant sur son adresse de loin en régulière, ça n'a pas suivi en playoff. Il n'a pas de temps, c'est quand même un mec qui était drafté assez loin, c'est pas un joueur si talentueux que ça, même si c'est vrai que c'est peut-être aujourd'hui un des 5 meilleurs joueurs de sa draft. Donc je me pose des questions sur les Grizzlies en attaque. Je pense que défensivement ça peut être très très bien. Et en attaque, il y a un problème de shot making, de spacing et de decision making. Ouais, ils ont toujours beaucoup vécu par leur intensité. Et ça ils le conserveront toujours, et ce qui marche beaucoup en playoff, c'est une bonne équipe. Enfin, c'est vrai que c'est une équipe qui est pas si moderne que ça, enfin qui a des aspects très modernes dans sa construction, de la longueur, de l'agressivité. C'est des qualités qu'on cherche, plutôt du shoot aussi, alors du shoot moyen plus. Ils ont pas, à part Desmond Bain qui est un top shooter, ils ont beaucoup de shooters moyen plus. Et t'as un gars comme Ja Morant qui effectivement, on l'a vu sur les playoffs, tu vois, cette série contre les Lakers c'est un bon exemple où pour le coup son problème au shoot,
était vraiment handicapant, alors que sur le drive, il était juste extraordinaire, quoi. Et pour le coup, c'était un peu handicapant. Vous voyez d'autres choses à dire sur Jaren Jackson, ou est-ce qu'on se fait le over-under de Memphis? On se fait l'over-under de Memphis. Alors, Memphis, l'année dernière, je vais vous redonner leur classement. Tac, 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 ça charge. L'année dernière, Memphis était à 27 victoires. Over-under, 27 victoires. Ben? Over. Bon, ça va. On a eu des over-under plus compliqués. Non, je veux dire over. J'en ferai un deuxième après l'over-under. Où ils peuvent monter. Mais oui, ça sera mieux. Enfin, ça va jouer. Je pense que c'est une équipe qui va jouer la deuxième partie des places directement pour les playoffs, quoi. Je te fais l'over-under avec leur dernière saison au complet, la 2022-2023, qui était à 51 victoires. Over-under, 51 victoires. Je vais dire under quand même. Je pense que ça s'est considérablement renforcé à l'ouest. Et donc je les vois pas réitérer la saison. Je pense à se finir entre 45 et 48. Un truc comme ça, je pense. Ok, tu le sens comment toi, Paul? Over, under 51 ou pas? Je dirais under. Parce que je repense à leur saison. En 2021-2022, ils avaient fait 56 wins. En 2022-2023, dans une conférence Ouest qui était quand même pas folle, ils avaient fait que 51 wins. Alors, ils avaient perdu pas mal de bons role-players, c'est vrai. Et donc, mais là, sur la saison, je pense qu'il y aura encore quelques blessés, il y aura des choses à reconstruire. Et je pense pas. Je pense qu'ils ont les capacités de faire 50 wins. Et comme ça, je dirais plus 47-48. Ouais, c'est curieux. Moi, j'ai l'impression, alors c'est très peu palpable, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est un peu cassé dans cet effectif depuis quelques temps, en fait. Et effectivement, la saison 2022-2023 était un début de pente. L'année dernière, ça s'est confirmé. Alors effectivement, il y a tout ce qu'il y a autour de Ja Morant et des histoires qui ont forcément dû perturber un petit peu l'effectif. Il y a eu des pertes de role-players. Je pense que c'est un effectif qui structurellement a des arguments de saison régulière de dingue, en fait. Ils ont des arguments qui font que quand ils sont au complet, leur jeu structurellement fait qu'il y a beaucoup de victoires qui s'engrangent. Parce que ils ont le protecteur de cercle élite avec Jaren Jackson, qui en fait, on le sait, ce truc-là, ça te fait déjà gagner beaucoup de matchs. Hein. On se rappelle de Utah à l'époque avec Rudy Gobert, qui avait toujours des très très bonnes régulières. Ils ont Ja Morant, un énorme porteur de balles, qui est capable de justement d'aller chercher des points, d'aller chercher des décalages. Il y a quand même chez Ja Morant un bon decision making, hein. C'est un mec qui génère beaucoup d'attaques. Et en plus, autour de ça, ils avaient des free and D de qualité. Et en fait, ils étaient beaucoup plus structurés, je trouve, pour la régulière que pour les playoffs, finalement. Parce que les compromis se voient toujours plus en playoffs, mais les compromis, on arrive à bien les cacher en saison régulière. Donc, c'est des générateurs de victoires en saison régulière. Dans un monde idéal, sans blessure, je les vois bien aller chercher les 52, 53 victoires, mais Ja Morant est déjà blessé. Sauf erreur de ma part. Donc là, pour le coup, quel est leur niveau de fragilité physique? Alors, c'est toujours un peu le problème, et c'est souvent ce qui fait qu'on fait le over ou qu'on fait le under, quoi. Mais allez, je vais dire under. Je vais dire under comme vous, 48-49. On passe à notre dernier cas pratique. Notre dernier joueur. Paul avait fait un peu de teasing. On parle d'un joueur plus âgé qui est un fort scoreur, un très très fort scoreur. J'ai mis dans mon petit papier là, en surnom, j'ai mis un mot, mais je me suis rappelé d'une histoire avec Thibaut InShape qui avait eu un bad buzz terrible à cause d'un truc pareil. Du coup, je sais pas si je le dis. Écoutez, si je choque quelqu'un, m'en voulez pas, c'est le dépressif. Avec notre cher Damian Lillard en transfuge de Portland qui est arrivé aux Bucks la saison dernière. C'était le gros transfert de l'été. Je suis forcément intéressé par l'année 2 déjà parce qu'on a eu un trade de all-in, et que les trades de all-in comme ça, souvent l'année 2 est plus intéressante que l'année 1 parce qu'il y a besoin d'un peu de rebuild d'effectifs d'intersaison pour ajouter dernière pièce qui était nécessaire. Je pense notamment que l'arrivée de Gary Trent va leur faire beaucoup de bien, et de Taurean Prince aussi, pour les renforcer un peu à la fois sur le shoot et sur la défense extérieure qui a été l'énorme souci de la saison dernière. Mais on va d'abord se concentrer sur Damian Lillard. Année très bizarre pour Damian Lillard, qui a été plus concentré sur le scoring et moins sur le playmaking que les autres années. Un scoring qui reste quand même de très bonne qualité. Il met 24 points l'année dernière avec des pourcentages qui restent corrects. Mais j'ai eu l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ira dans le détail après, mais qu'on a eu du mal à sentir son impact.
J'ai l'impression que le jeu était pas forcément très bien cadré. D'ailleurs, c'est son plus gros volume de mi-distance en carrière, alors que c'est un joueur qui joue pas énormément à mi-distance depuis 2017, avec sa plus faible adresse depuis 2016, qui je trouve traduit quelques difficultés qu'il y a eu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, mais l'année dernière, j'ai du mal à dire que la saison de Lillard est mauvaise, mais pour autant, c'est comme si je l'avais pas vu. J'ai l'impression qu'il a pas eu d'impact dans les matchs. Ben, tu l'as senti comment ça? Ouais, bah, je suis assez d'accord. On a l'impression quoi, il a passé la saison un peu de façon totalement neutre, ce qui est ce qui est très bizarre quand tu penses à Damian Lillard. Et en fait, tu regardes toutes ces stats, elles ont légèrement baissé un peu partout, mais c'est pas non plus aussi faible que ce que l'impression visuelle et comment dire l'imaginaire collectif avait à imaginer. Donc j'avoue que j'ai un peu du mal à comment dire À jauger. à jauger, à savoir ce qu'il a vraiment fait, à quel point il a été bon ou pas bon. En fait, c'est ce qui est assez bizarre et ce qui se ressentait le plus, je pense, c'est le manque de complicité avec Yanis, quoi. C'est que t'as vraiment... On parle souvent, quand on parle des binômes de superstars, que dans certains cas, tu as les à toi, à moi, chacun son tour, quoi. Et là, pour le coup, c'était vraiment le cas. Sauf que quand on parle de ça pour d'autres équipes, c'est parce que c'est deux profils qui sont pas complémentaires. Alors que là, à contrario, c'est deux profils de superstars qui devraient s'entendre et être maximisés au mieux. Donc j'avoue que c'est un peu incohérent avec ce qu'on attendait au début de la saison, quoi. Effectivement, je trouve que c'est le premier sujet, tu vois, sur Damian Lillard, c'est la complémentarité avec Yanis. Effectivement, on s'attendait à ce qu'il y ait une connexion entre les deux. Elle a eu du mal à se faire, on va revenir dessus. Mais premier élément, quand même, les minutes de Yanis et Lillard ensemble, elles ont été productives, hein. Ils sont à plus 9,56 de net rating. Et on a passé notre saison à dire que ça marchait pas, mais quand même, plus 9,56 de net rating, en fait, c'est énorme, hein. On est vraiment dans le top tier de la ligue sur les duos. Mais effectivement, la connexion entre les deux n'a pas été évidente et ça a été du à toi à moi de manière un peu impressionnante. Moi, je pense qu'elle est liée à deux éléments. Un premier élément, c'est la faiblesse des écrans de Yanis. Moi, je trouve que Yanis est un piètre reposeur d'écran. J'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast cette année. Et je pense qu'à faire 10 ans en porteur de balle, des qualités qu'il aurait pu développer, il n'a pas réussi à les développer. Et Lillard n'est pas non plus un playmaker d'exception. Ça reste un joueur qui joue pour lui. Donc, la connexion entre les deux, elle s'est jamais vraiment faite dans la saison. J'ai une petite stat pour illustrer ça. Ils se sont fait 16,6 passes de moyenne par match. Et qui donne... Non, pardon. Lillard a fait 16,6 passes de moyenne à Yanis par match, qui donne lieu à 5,6 tirs tentés par match, à 51% de réussite au tir. Alors, comment on peut les mettre en regard, ces stats-là? Déjà, 51% de réussite au tir sur les passes de Lillard, c'est très bas. Parce que normalement, il devrait profiter d'un écart de Lillard pour finir. Or, c'est pas le cas. 5,6 tirs tentés pour 16,6 passes. En gros, c'est une passe sur 3 donne lieu à un tir tenté. Je prends toujours un peu cet angle de comparaison. La connexion LeBron James, Anthony Davis, qui donne un tir toutes les 2 passes tentées. Donc, on est pour le coup assez bas en termes de connexion et ça traduit le côté à toi, à moi. Paul, t'en as pensé quoi, toi, justement, là, de ce truc autour de Lillard, l'impact général, la connexion avec Yanis? Je pense qu'il y a un peu un biais sur la saison de Damian Lillard. Parce qu'en fait, il avait fait une saison tellement exceptionnelle, sa dernière saison aux Blazers. Pour le coup, c'est vrai qu'il était vraiment seul. Et il n'y avait que lui qui pouvait vraiment apporter du scoring et une réelle efficacité en attaque, avec un peu d'Anthony Simmons, mais clairement pas du même niveau. Et au final, c'est un mec qui a perdu 8 points par match, quoi. C'est énorme, c'est un drop qui est énorme. Donc, il y a un biais parce que je pense que ça reste quand même toujours un joueur qui a un niveau All-Star. Et on reste quand même sur un certain volume avec du playmaking, du passing, un ratio assist-turnover qui est pas mauvais, et loin de là, et une qualité aussi sur pull-up. Maintenant, on l'avait un peu évoqué avec Harden, là où Harden, il y a un playmaking élite, Damian Lillard, il n'y a pas de playmaking élite. C'est vrai que ça s'est vu aussi, comme vous l'avez dit, sur la relation avec Yanis. Le problème, c'est que c'est pas un mec qui peut, de l'autre côté du terrain, rattraper son coup, parce que là où, dans un effectif pas vraiment compétitif, en toutes ces années aux Blazers, ça s'est pas trop vu. On lui a pas trop, on lui a pas trop reproché ça. Là, on a vu que s'il n'y avait pas un défenseur vraiment élite à côté de lui,
c'est toute la défense des Bucks, qui était une des meilleures défenses de ces dernières années, si ce n'est la meilleure défense des 5 dernières années, qui s'est effondrée en fait. Et alors ouais, c'est vrai, il n'était pas très bien entouré. Il y a aussi, après je trouve que c'est aussi une question d'effectif, c'est-à-dire que moi j'avais vraiment l'impression que l'effectif des Bucks est en perdition l'année dernière, un effectif qui vieillit, et ça se voit en défense, avec du Middleton, du Brook Lopez notamment, même Giannis où le moteur off-ball était clairement pas incroyable l'année dernière. Mais ça s'est aussi vu en attaque, à travers du decision making, que ce soit de Lillard, de Middleton. Il y a pas mal de pénétration de Lillard où tu dis, mais attends, mais c'est Damian Lillard là, ou c'est un mec... j'ai pas de joueur en tête, mais tu vois, c'était pas du Damian Lillard quoi, par moment sur ses pénétrations. Me pose des questions, je trouve qu'il y a un truc à refaire dans cet effectif. C'est bien, ils ont fait des petits coups comme Taurean Prince, Gary Trent, c'est intéressant. Ils ont pris Delon Wright. Et on virait Budenholzer. Moi, je pense qu'il fallait virer aussi ce qui faisait un peu l'identité des Bucks, c'est-à-dire Brook Lopez. Middleton, il n'est pas très problématique, mais je pense que la saison de Brook Lopez est vraiment pas satisfaisante l'année dernière. Et je me pose des questions en fait sur cet effectif-là et aussi sur le coach. Que vouloir tourner la page Budenholzer, moi je pouvais le comprendre. Je sais qu'il y en a, ils étaient vraiment pas chauds, mais moi je pouvais le comprendre. Et prendre Doc Rivers, on va pas refaire la carrière maintenant de Doc Rivers, c'est surtout sa fin de carrière, mais je comprends pas quoi. Je comprends pas l'identité de cette équipe. Je comprends pas où elle veut aller. Je pense que défensivement, il y aura toujours des problèmes l'année prochaine. Et je pense qu'il faudrait encore faire un autre coup de balai autour de Lillard et Giannis, quoi. Je pense que aussi Damian Lillard devait répondre à un autre problème qui concerne les minutes sans Giannis Antetokounmpo. Et je pense qu'une des perspectives enthousiasmantes autour de Damian Lillard, c'était l'idée de se dire les minutes où tu as pas les minutes de Giannis sont toujours hyper productives. De toute façon, en carrière, il fait partie de ces joueurs là qui ont des net ratings de dingue. Mais il y a un sujet qui est généralement quand tu as un net rating de dingue en comparaison de quand t'es pas là, c'est aussi que le remplaçant fait pas le taf, ou en tout cas que l'équipe est trop dépendante de toi et que quand t'es pas là, ça tourne pas. Et moi, je trouve que effectivement, il y a la question de la connexion entre les deux qui a pas fonctionné. Ben l'a dit. Mais tu vois, Ben, moi je trouve qu'il y a un autre sujet qui est un peu problématique, c'est ce que donne Damian Lillard quand il est sans Giannis Antetokounmpo, tu vois. Le net rating, quand les deux sont sur le terrain, il est à 9,56. Quand Giannis n'est pas là, il passe à 0,49. Donc tu as une baisse de 9 points sur le net rating. Pour donner une comparaison, quand Damian Lillard était à Portland, on était à moins 9,79 sur les minutes où il n'était pas sur le terrain et à plus 2,27 quand il est sur le terrain. Bon, le net rating, il faut toujours faire très attention sur le on-off et sur les WoWi, il faut être très prudent. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que Damian Lillard est un joueur qui a une qualité inestimable. C'est que tu peux le mettre à côté de mauvais joueurs, tu fais plus qu'assurer les minima. Tu trouves une certaine forme de productivité. Et ça, on l'a perdu l'année dernière avec Damian Lillard. Alors, je pense pas qu'on l'ait perdu à terme. Je me dis que ça peut être une année de transition et la force de Damian Lillard, elle est là-dedans. Mais en tout cas, on l'avait pas l'année dernière. Je sais pas si Ben, tu me suis là-dessus. Je pense que ça, on peut le retrouver, tu vois. Ouais, bah, je suis assez d'accord. Alors, c'est dur à expliquer pourquoi, enfin, même à comprendre pourquoi. Est-ce que les minutes, enfin, j'ai pas vérifié, mais est-ce que les minutes où il était, comment dire, seul sans Giannis, est-ce qu'il était avec un bout de banc où c'était un peu faible, est-ce que c'est juste une année de mise en route au sein de cet effectif aussi. Lillard, il a passé 11 ans à Portland. Tu changes comme ça du jour au lendemain. Tout le monde sait en plus qu'apparemment il avait des soucis familiaux, divorce en cours, enfin un truc, il y avait plein de trucs, je pense, qui occupaient l'esprit de Damian Lillard en dehors du terrain. Et donc oui, il a sous-performé dans dans ces moments où il est seul avec la balle et un peu c'est un peu péjoratif, mais des bouches-trous autour de lui. Mais moi, je pense que ça peut remonter. En fait, il n'y a pas de raison que ça reste aussi bas. La seule raison, et je pense qu'on peut venir aussi dessus, c'est que lui aussi il commence un peu à vieillir et que Paul l'a un peu évoqué tout à l'heure, il n'a pas le playmaking de Harden, il n'a plus le jus qu'il avait il y a une année pour drive, etc.
Et peut-être que ça commence à se sentir, notamment sur les minutes où il est seul, quoi. Alors moi, j'ai pas trop senti la baisse physique. J'ai pas l'impression qu'il y ait un énorme différentiel. Par contre, effectivement, le bout que tu donnes, j'ai pas senti. Tu sais, parfois, t'as des années, les effectifs ils cliquent pas. En fait, tu vois, il y a un truc qui clique pas et j'ai pas senti d'enthousiasme en fait. Alors que Lillard est un générateur d'enthousiasme aussi généralement dans les effectifs dans lesquels il est. Il arrive à surfer dessus. Et je l'ai pas trop senti. Les gars, je vous propose qu'on fasse le over-under, parce que je vois que l'émission tourne, et que ça peut être bien aussi qu'on arrive à conclure pour nos auditeurs. Alors, c'est un élément intéressant, moi je trouve, le over-under des Bucks. Pourquoi ? Parce que les Bucks l'année dernière, on peut avoir... Moi l'impression que j'ai, c'est que leur saison ne pouvait pas être plus mauvaise. D'autant qu'ils sortent au premier tour. Bon, après, ils sortent au premier tour, il n'y a plus personne de disponible. Mais bon, ils sortent... Mais ils font quand même 49 victoires. Ils font quand même 49 victoires, ils sont 3e dans la conférence Est, et tu peux avoir l'impression qu'ils ne peuvent pas faire moins en fait. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai eue, c'est vraiment qu'on est au plancher du plancher. Alors, over ou under 49 victoires. Paul, qu'est-ce que t'en penses toi ? Under. Oh, under, ok. On est sous les 49, ok. Pourquoi tu le sens comme ça ? Je pense que c'est un effectif qui va très vite péter. J'y crois pas du tout. En attaque, oui, mais en défense, non. J'y crois pas du tout au coaching. Je pense que le niveau, on va dire, les 8 premiers de la conférence Est sont tous à peu près renforcés. Et ça devient vraiment, je pense, le niveau quand même du haut de la conférence Est vraiment fort. Je pense qu'il y a des équipes qui feront mieux que les Bucks, quoi, tout simplement. Et l'année dernière, ouais, tu peux dire d'un côté que ça va être, enfin c'est compliqué de faire pire, mais moi je pense qu'ils peuvent encore faire pire. Je crois qu'on a vu les prémices de l'année qu'on va avoir en fait l'année dernière. Où je pense que c'est un effectif très vite. C'est un effectif vieillissant déjà, hein. Effectivement. Il faudra regarder, mais je pense que dans les mecs qui ont des minutes, on n'est pas loin de l'effectif le plus vieux de la ligue, pour le coup. Ouais. Ben, tu le sens comment toi ? Over, under ? Comme ça, naturellement, moi j'aurais dire à peu près pareil. Okay. Je pense que ce sera dans les mêmes eaux, mais je vais aussi dire, pour qu'il y ait au moins over-under, mais je vais dire under aussi. Mais pour le coup, pas une perte de 10 victoires, quoi. Mais et c'était à combien ? T'as dit 49 l'année passée ? Ouais. Donc ouais, entre 46 et 49, quoi. Et rester, moi, sur mon, les pronos, je les ai mis 4e à l'Est. Donc ça correspondrait à peu près à cette zone-là en termes de victoire, quoi. Sachant que le 3e, 4e de l'Est était un peu bas cette année en termes de victoire. 49, 48, ça reste quand même des années un peu faibles pour obtenir la 3e, 4e place. Alors moi je suis très étonné, messieurs, vous dites under. Alors effectivement, je peux entendre l'idée de l'effectif qui explose, Giannis qui part à la fin d'année. Je pense que c'est un scénario possible. Allez, je vais me dire que le scénario le plus probable, c'est pas celui-ci, et je vais dire over, hein, mais alors over largement en plus. Je pense que cet effectif doit aller retoucher ce qui sont ses standards, quoi. C'est-à-dire autour des 55, 56 victoires. Normalement, l'effectif des Bucks doit tourner autour de ça, sauf blessure. Alors après, on sait que c'est un effectif qui peut avoir quand même pas mal de blessures. Mais donc non, moi je suis au-dessus et je suis plutôt autour des 56. En fait, je regarde en même temps les autres années, ils n'étaient pas non plus si haut que ça en fait. Ils n'ont pas fait non plus 4 années de suite à 58 alors que en tête j'avais ça. Mais bon, non, je vais plutôt être autour de 56 pour le coup, donc over et je suis sur une 2e place de la conférence Est et je pense qu'ils seront très très chiants à sortir en playoff s'ils sortent d'une année à 56 victoires. Ça veut dire que physiquement ça va, ça veut dire que ça a pris. Et rappelons-nous. Donc tu nous mets Doc Rivers dans la course des coachs de l'année, c'est ça ? Non, n'exagérons rien, cher ami. J'ai mis Joe Mazzulla, coach de l'année. Qui va faire une 2e année à 65 victoires, et puis au bout d'un moment, ils vont quand même lui filer un truc. Ne serait-ce que pour le nombre de victoires. Non, mais rappelons-nous quand même ce qu'on s'est dit quand Lillard est arrivé. Hein. C'est-à-dire que là, on sort d'une saison qui a été décevante, mais la projection qu'on avait, c'était d'un truc quand même un peu. C'était d'un énorme up en fait pour Milwaukee. Alors bizarrement, j'étais un des seuls à être bas là-dessus. Parfois, il faut dire quand on a eu des bons pressentiments. Mais bon, je pense quand même qu'on sera au-dessus de tout ça. Bref. Messieurs, est-ce que vous voyez des dernières choses à dire ? Est-ce que vous aviez, je sais pas, moi, une liste en réserve de joueurs où vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit, tiens, lui, je l'aurais bien mis ?
Ou pas? Ouais, moi alors on n'en a pas du tout parlé alors qu'on a parlé de son équipe. Moi j'avais Marcus Smart. Ouais. Qui est, alors pour le coup, a totalement disparu des radars l'année dernière. On a l'impression qu'il avait pris une année sabbatique. Personne l'a vu. Et pour le coup, juste en quelques mots pour appuyer ce que disait Paul sur Jaren Jackson, ils ont vraiment un effectif défensif qui peut être très très chiant. Et franchement, je suis pressé de dans le tel que sera la conférence Ouest. Donc ouais, j'avais mis Marcus Smart. Paul, toi, t'en avais d'autres en tête ou pas? Tu t'étais noté? Les mecs de Denver, soit Westbrook, soit Brown et Watson. C'est pour une prochaine fois. Ouais, peut-être pour une prochaine fois, effectivement. Bon, moi, j'en avais forcément plein d'autres en tête. Sur Twitter, là, j'ai fait une liste 30 fiches en 30 jours, là. Donc, pour le coup, c'est que des joueurs que j'estimais à suivre. Donc, j'en avais plein. Mais non, il y en avait deux que j'avais vraiment failli rentrer dedans parce que je voulais aussi pas prendre des joueurs que j'avais fait en fiche. J'en avais deux que je m'étais vraiment dit, est-ce que je les mets dedans, mais je pense que le but de ce podcast était de parler de stars un peu. C'était Brandon Miller et c'était Buddy Hield, dont la saison m'intéresse grandement, mais je vais pas aller plus dans le détail, comme l'a dit Paul. Ça sera peut-être pour une autre fois. Messieurs, je vous propose qu'on conclue et qu'on dise la formule d'usage à nos auditeurs, qu'on dit à chaque fois. Messieurs, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!